Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mystérieux empoisonnements à la clinique Saint-Vincent. Entre 2008 et 2017, à Besançon, plusieurs patients subissent des arrêts cardiaques inexpliqués. Chaque fois, un même homme est présent, l'anesthésiste Frédéric Péchier. Alors ces arrêts cardiaques sont-ils vraiment des accidents ? Avec moi, vous entendrez les voix de Frédéric Péchier mis en examen, de Jean-Claude Gandon et Sandra Simard, tous les deux victimes d'empoisonnement, ainsi que des avocats et journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Nous sommes le 20 janvier 2017 à Besançon. Ce matin-là, à la clinique Saint-Vincent, un patient s'apprête à vivre un véritable calvaire. Il s'appelle Jean-Claude Gandon. Il a 70 ans et doit être opéré de la prostate. Une intervention d'ordinaire maîtrisée par le corps médical et qui débute par une phase d'anesthésie générale. J'arrive au bloc, après on m'endort, puis après, fini quoi. Je sais plus du tout ce qui se passe. L'opération se déroule jusque-là sans encombre, lorsque soudain les alarmes se font entendre. Jean-Claude Gandon fait un arrêt cardiaque. Il a fait un arrêt cardiaque, c'est tout, point final quoi. Ouais, c'était le corps qui a lâché. Cela fait 4 minutes que le cœur de Jean-Claude Gandon s'est arrêté. Les médecins le savent, il ne leur reste que très peu de temps pour tenter de le sauver. Après de longues minutes de massage cardiaque, un médecin administre le remède salvateur. Et ce médecin, c'est l'anesthésiste de l'opération, Frédéric Péchier. Il injecte alors à Jean-Claude Gandon un traitement qui fait repartir son cœur. Le patient est sauvé. Tout laisse penser qu'il a été victime d'un accident opératoire. Mais la clinique Saint-Vincent a des doutes. Elle soupçonne un acte malveillant. Et cela pour une raison simple. Depuis une dizaine d'années, de nombreux patients sont victimes d'arrêts cardiaques inexpliqués. Alors un tueur s'attaquerait-il méthodiquement aux patients de la clinique en empoisonnant les poches de perfusion utilisées lors des anesthésies? La direction de l'établissement en est persuadée. Une main criminelle, soi-disant, a mis des produits illicites dans les poches. Et ce qui a provoqué l'arrêt cardiaque. Très vite, un homme va se retrouver au cœur des soupçons. Frédéric Péchier, l'anesthésiste, qui a pourtant sauvé Jean-Claude Gandon. Nous allons vous raconter l'histoire d'un homme que tout semble accuser, mais que rien ne confond encore aujourd'hui. L'histoire d'un anesthésiste suspecté d'avoir empoisonné plus de 20 patients, dont la moitié a succombé. Dans la majorité des 24 cas, Frédéric Péchier était présent. À un moment donné, on peut considérer que c'est plus du hasard. En fait, on a l'impression d'avoir un tueur en série qui est d'une violence rare et très intelligente et presque un psychopathe. Mais finalement, c'est pas si simple que ça. Il y a des gens qui manifestement veulent nuire au docteur Péchier. Car la réussite professionnelle de ce médecin, qui habite une luxueuse maison dans l'un des quartiers huppés de Besançon, n'est apparemment pas du goût de tous. Dans le milieu médical et le cercle des notables de la ville, la personnalité de l'anesthésiste dérange. Du coup, guidés par la jalousie, certains n'hésitent pas à voir en lui le suspect idéal. Ce petit monde médical est vraiment sous pression et c'est la stupéfaction. C'est-à-dire qu'on doit se regarder en chien de faïence en disant mais ça se trouve c'est lui. Après, c'est une personnalité qui est forte, assez clivante, quelqu'un qui a un gros ego, une grosse personnalité. Soit on l'adore, soit on le déteste. En tout cas, il laisse jamais indifférent. 24 empoisonnements, 9 morts. Cette affaire hors norme ravive dans la population le spectre d'une terrible menace, celle de l'assassin en blouse blanche. C'est forcément l'œuvre d'un médecin
dont la vocation est de soigner, qui en réalité injectait des produits mortels à des patients qui venaient pour être soignés. Ça parle à beaucoup de monde. C'est terrifiant et je pense que c'est ça qui véritablement défraye la chronique dans ce dossier. On a très peu d'histoires comme ça en France. Une affaire presque unique que la justice va devoir élucider. Soit on est en face d'un tueur en série qui est en blouse blanche, froid, méthodique, manipulateur, soit on est en face d'un gars martyr de la justice, innocent, dont la carrière et la vie a été en partie détruite. On n'aura aucune demi-mesure. Exceptionnellement, le docteur Frédéric Péchier a accepté de nous rencontrer pour livrer sa vérité. Je suis innocent. Je me battrai pour ça. Et je continuerai à me battre pour ça. Maintenant, je le fais même plus pour moi, je le fais pour ma famille. Nous sommes en mars 2017. L'affaire du docteur Péchier n'a pas encore éclaté. 2 mois après son infarctus, Jean-Claude Gandon poursuit sa convalescence auprès de son épouse. D'abord, l'homme pense avoir été victime d'un banal arrêt cardiaque. Mais un coup de fil quelques jours après l'intervention va bouleverser la vie du couple. Nous, on l'apprend au mois de mars, début mars, quoi, par la police. On reçoit un coup de téléphone à 5h30. Madame Gandon, est-ce que monsieur Gandon est là? Je lui dis oui, vous pouvez me le passer, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'il a appris ce qui s'était passé. Une main criminelle, soi-disant, a mis des produits illicites dans les poches, et ce qui a provoqué l'arrêt cardiaque. C'est ce que la police me dit. Ouais. Et moi, j'y crois pas, de toute façon. Même encore aujourd'hui, je me dis comment on arrive à faire des trucs comme ça, quoi. Mais à aucun moment, à la clinique, on m'a dit quoi que ce soit. En effet, quelques heures après l'infarctus de Jean-Claude, c'est le silence radio au sein de la direction de la clinique Saint-Vincent. Personne ne peut expliquer à la famille du septuagénaire les causes de l'arrêt cardiaque. Mais un comportement a intrigué Annie Gandon. C'est celui du docteur Péchier, l'anesthésiste de l'opération. Ce dernier apparaît fuyant à ses yeux. Monsieur Péchier est venu, il monte, il est encore habillé tout en vert. Il monte pour nous expliquer qu'il a fait un infarctus, qu'ils ne savent pas, qu'ils cherchent, qu'il est aux soins intensifs. Puis il m'a dit, vous faites pas de soucis, Madame Gandon. Il boit pas, il fume pas, il n'a pas de mauvaise graisse, il va s'en sortir. Et puis comme il nous expliquait, je lui ai dit, vous attendrez, monsieur, j'ai mon fils qui est en bas, qui prend l'air. Puis il m'a dit, non, j'ai pas le temps. Et moi, je ne l'ai pas revu. À cet instant, Annie ne le sait pas encore, mais elle et son mari ne vont pas tarder à recroiser le docteur Péchier. 2 mois plus tard, le 9 mars 2017, les policiers convoquent Jean-Claude Gandon au commissariat de Besançon. Ils lui apprennent qu'il n'est pas le seul patient concerné par une tentative de meurtre. Pour Jean-Claude, c'est l'incompréhension. C'est vrai qu'on se pose des questions. Pourquoi moi et pas un tel, pas un tel, pas un tel? Parce que quand on sait pas, au départ, on ne sait pas. Hein. Après, quand on dit qu'il y a plusieurs personnes, moi, c'est incroyable, quoi, impensable. Des choses comme ça. Si la police sait que le cas Gandon n'est pas un acte isolé, c'est que l'Agence régionale de santé et la clinique Saint-Vincent ont signalé à la justice, dans la plus grande discrétion, une précédente tentative d'empoisonnement qui s'est déroulée dans les mêmes locaux moins de 10 jours avant l'opération de Jean-Claude. Elle s'appelle Sandra Simard. Elle aussi est la victime d'un empoisonnement présumé. Le 11 janvier 2017, elle entre au bloc pour une opération du dos. Endormie par une anesthésiste, Sandra est victime d'un arrêt cardiaque 1 heure après le début de l'intervention. Plusieurs médecins engagés sur d'autres opérations sont appelés en renfort. Et parmi eux, le docteur Péchier. Et c'est lui qui va la réanimer. Mais Sandra Simard va sombrer dans un profond coma. Le temps s'est arrêté là et je me suis réveillée 5 jours plus tard. Je comprends pas. Je me demande comment j'ai pu louper 5 jours sans m'en rendre compte. Sandra Simard se réveille, intubée. Et les médecins ne se montrent pas très rassurants.
pendant une semaine, ça va être l'enfer parce que personne n'est capable de savoir si mon cœur va tenir le coup ou s'il va s'arrêter à nouveau, si j'allais mourir, quoi. Alors j'ai tous les effets secondaires de mon coma provoqués, donc des hallucinations, j'entendais des voix, je voyais des choses terribles. J'avais qu'une peur, c'était de m'endormir et de ne pas me réveiller. Et ça dure environ une semaine, comme ça. Et les médecins qui ont analysé le sang de Sandra après l'opération vont faire une découverte inquiétante. La présence d'un taux anormalement élevé de potassium. Une molécule toxique, voire mortelle en cas de surdose. L'ARS est saisie par la clinique, comprend qu'il y a un gros problème et la piste de la malveillance est envisagée à ce moment-là, 11 janvier 2017. Le cardiologue rentre dans ma chambre et il fait le tour du lit et il s'assoit, il me dit j'ai une mauvaise nouvelle. Il me dit c'est pas moi qui vais vous la donner, je vais vous donner le contact du commandant de la police judiciaire et c'est lui qui va vous expliquer. Et à ce moment-là, il me dit oui Madame Simard, j'attendais votre appel. C'est juste pour vous prévenir qu'on a retrouvé un produit toxique pendant votre intervention. Il me dit vous avez été victime d'un acte de malveillance, vous avez été empoisonné volontairement. Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez venir déposer plainte. Dès lors, l'enquête est officiellement lancée et les policiers investissent les locaux de la clinique Saint-Vincent. Alors forcément, cela fait peser un climat de tension parmi le corps médical. À ce moment-là, dans un premier temps, c'est le grand soupçon dans la clinique, parce que tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Qui est-ce qui peut être à l'origine de cette pollution des poches ? Les policiers interrogent le personnel médical. Et là, stupeur. Ils vont découvrir que la clinique est le théâtre depuis des années de nombreux autres cas d'accidents cardiaques suspects. Selon des témoignages d'anesthésistes auditionnés, depuis quelques mois, il y a quand même un grand nombre d'événements indésirables graves ou EIG selon leur dénomination. En gros, d'accidents qui surviennent dans cette clinique. Ça peut être aussi un accident, ça peut être une erreur médicale. C'est juste quelque chose de pas normal qui survient lors d'une opération. Des accidents suspects trop nombreux. La justice veut en savoir davantage. Elle contraint la clinique à révéler l'ampleur d'un mal qui gangrène ses salles d'opération. Et l'établissement de livrer la liste des événements indésirables graves qu'il a recensés entre 2008 et 2017. Au total, quand même 43 infarctus douteux. 20 d'entre eux ont abouti au décès du patient, près d'un malade sur deux. Un chiffre effrayant selon toute la profession médicale. D'après elle, ces données dépassent largement les statistiques habituelles. Les EIG cardiaques, spécifiquement, semblent vraiment au-dessus de la moyenne. Normalement, il n'est pas censé en avoir autant. Donc à ce moment-là, commencent à être auditionnées des personnes qui travaillent à la clinique, en effet. Pour les enquêteurs de la police judiciaire de Besançon, les suspects, c'est dans cet entourage-là. Alors, plusieurs médecins vont se succéder tour à tour dans le bureau des policiers. Spontanément, tous précisent que leur établissement n'est pas le seul touché par ces accidents cardiaques suspects. Ils désignent aussi la Polyclinique de Franche-Comté, un autre établissement hospitalier de Besançon, dans lequel 3 patients ont été les victimes d'infarctus inexpliqués en 2009. Or, durant cette période, Frédéric Péchier y a aussi travaillé. Pour les policiers, cela pourrait faire de cet anesthésiste le principal suspect. Et un témoignage crucial va venir conforter cette piste. C'est une audition en particulier qui va les conduire sur la piste du docteur Péchier. C'est celle du docteur Sylvain Seri. Le docteur Sylvain Seri est aussi anesthésiste à la clinique Saint-Vincent. C'est un ami proche du docteur Péchier dont il connaît tout le parcours professionnel. Mais depuis 1 an, Sylvain Seri a pris ses distances avec Frédéric Péchier et son audition va sceller le sort de son ex-ami. Ce docteur-là
leur dit clairement, mais cherchez le dénominateur commun entre les EIG survenus à la clinique Saint-Vincent et les EIG survenus à la polyclinique de Franche-Comté. Vraiment, il les met dans son audition sur la piste. Et le dénominateur commun, c'est Frédéric Péchier, qui était à la fois anesthésiste à la polyclinique de Franche-Comté et aussi à la clinique Saint-Vincent. Donc, quand on voit cette audition, on peut se dire que c'est lui qui a déclenché la chose. Avec le témoignage de Sylvain Seri, les enquêteurs en sont de plus en plus convaincus. Frédéric Péchier mériterait toute leur attention. À force de recoupement, on se dit, tiens, lui, il est quand même souvent là au moment où il se passe des choses. Donc tout ça mis bout à bout, ça n'en fait bien évidemment pas un coupable, mais en tout cas, ça en fait un suspect. Au mois de mars 2017, la police pense donc pouvoir relier Frédéric Péchier à 7 cas d'accidents cardiaques inexpliqués parmi la quarantaine qui ont touché Besançon. Celui de Sandra Simard, réanimé le 11 janvier 2017 par Frédéric Péchier. Celui 9 jours plus tard de Jean-Claude Gandon, anesthésié et réanimé par Frédéric Péchier. Mais aussi les 3 cas d'infarctus qui se sont déroulés à la polyclinique de Franche-Comté en 2009, lorsque l'anesthésiste était salarié de l'établissement. Et puis il y a aussi 2 derniers cas mortels, cette fois-ci à la clinique Saint-Vincent en 2008, puis en 2016. 2 patients auprès desquels le médecin avait été appelé en renfort pour tenter de les réanimer. Pourtant, l'omniprésence de Frédéric Péchier, à chaque fois qu'il y a un accident opératoire suspect, ne devrait pas faire de lui un coupable. C'est la conviction de son avocat, qui invoque le savoir-faire de son client en tant que réanimateur. Il est systématiquement appelé par ses collègues en cas de difficulté. Parce que dès qu'il y a un problème, il est d'usage d'appeler le meilleur et on appelle Frédéric Péchier. Alors quand j'entends dire qu'il intervient sur tous les EIG, bien sûr, on l'appelle. Il n'y a aucune intervention intempestive du docteur anesthésiste réanimateur Frédéric Péchier. On l'appelle. Mais problème, ce statut d'expert incontournable, acquis par l'anesthésiste, a fini au fil des années par agacer plus d'un soignant à la clinique Saint-Vincent. Et devant les policiers, certains collègues vont dépeindre un homme sûr de lui, peut-être trop. Un trait de personnalité qui va laisser entrevoir un mobile aux yeux des enquêteurs. Certaines personnes vont orienter très clairement les enquêteurs vers le docteur Péchier. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une clinique, parce qu'il y a des antagonismes profonds entre certains soignants, entre certains anesthésistes, et parce que certains vont décrire le docteur Péchier, ça va être la théorie développée par les enquêteurs, comme quelqu'un d'extrêmement narcissique, qui a besoin d'être reconnu, qui se considère comme le meilleur, et qui pourrait avoir une tendance à être une sorte de pompier pyromane, c'est-à-dire provoquer lui-même des arrêts cardiaques pour provoquer des réanimations spectaculaires, pour des raisons narcissiques, pour être le meilleur, pour briller aux yeux de ses collègues. Et là, les enquêteurs vont adhérer parfaitement à cette logique, vont faire complètement corps avec ce mobile et se dire, voilà, c'est ça, le docteur Péchier, c'est le pompier pyromane. Au terme des auditions du personnel de la clinique, les enquêteurs ne veulent plus prendre le risque de laisser en liberté un médecin qui pourrait à tout moment tuer de nouveaux patients. Le 4 mars 2017, Frédéric Péchier est convoqué au commissariat de Besançon. L'anesthésiste croit être auditionné comme simple témoin, mais à peine assis. Les policiers lui apprennent qu'il est placé en garde à vue et font peser de graves accusations sur ses épaules. Là, il est clairement soupçonné d'être à l'origine de 7 empoisonnements et dont 2 empoisonnements mortels. Face aux accusations, Frédéric Péchier encaisse. Je m'attendais à avoir une audition comme avait eu bon nombre de mes collègues. C'est quelque chose d'extrêmement, je dirais, violent. On
n'a pas le temps de s'expliquer. Je comprenais pas la situation, si vous voulez, à un tel point, c'est que je pensais que c'était vraiment quelque chose qui allait se dénouer facilement. Et j'ai pas pris d'avocat durant les 24 premières heures parce que je voyais pas la nécessité de prendre un avocat. Il y avait forcément une solution, quelque chose qui allait s'expliquer. Et je ne comprenais pas tout cheminement en fait qu'avaient fait ces policiers. Et toute cette façon de présenter l'affaire, où si vous voulez, j'avais l'impression d'être un entonnoir, où on essayait de faire rentrer tout ce qui pouvait coller. Frédéric Péchier a des arguments à opposer aux enquêteurs. Il parvient même à démontrer que pour certains empoisonnements présumés, il ne peut être impliqué. Et il faut savoir que sur les 3 événements de la polyclinique de Franche-Comté, il y a quand même 2 événements indésirables graves où je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Il y en a un où manifestement je suis en vacances et un deuxième où je suis parti définitivement de la polyclinique. D'autant que l'enquête porte en elle une faille importante, l'absence de preuves matérielles. Une difficulté majeure que même l'un des avocats des victimes admet. Moi, il y a un élément qui fait que cette affaire est intéressante et qu'elle est très difficile. C'est l'absence de scène de crime. Dans tous les dossiers criminels, vous avez une scène de crime avec des relevés d'empreintes, des prélèvements, des photographies. Là, rien. C'est très compliqué parce que vous n'avez pas d'empreinte digitale. Il n'y a pas d'ADN non plus. L'explication est simple, c'est qu'ils ont tous des gants, tout le personnel dans un bloc opératoire travaille de façon stérile, en protection stérile, donc ils ont une bavette, ils ont des gants, ils ont même un petit chapeau sur la tête. Dans le dossier, il n'y a rien de clair, il n'y a pas son ADN, il n'y a pas un truc complètement sans débat. Et c'est difficile parce qu'on travaille donc par recoupement. Pour moi, la singularité de ce dossier, elle est là. Quand bien même l'absence de preuves, après 48 heures de garde à vue, 2 juges d'instruction décident de mettre le docteur Péchier en examen pour ces 7 cas d'empoisonnement. Et avant que l'affaire ne fasse la une des journaux, l'un des responsables de la police judiciaire prévient les victimes. Et il m'a dit, écoutez, Madame Simard, on a mis quelqu'un en examen. Et je lui dis, qui c'est? C'est un médecin de la clinique. Et là, je me suis assise et je me suis mise à pleurer parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me dise qu'il y avait un médecin qui était impliqué. Après, ça va vite, hein. Vous savez, quand la police vous la prend, tous les journaux, et ça va très très vite, hein, les nouvelles. Hein. Un médecin réputé, accusé d'empoisonner des patients dans l'une des principales cliniques de Besançon. L'affaire est inévitablement relayée par la presse locale, qui s'empare du fait divers pour nourrir ses unes. L'onde de choc est immense et secoue le calme habituel de la bourgeoisie de Besançon. Ça veut dire que l'anesthésiste star de Besançon, celui dont tout le monde connaît le nom, dans cette petite ville, encore une fois, avec des notables qui se connaissent tous, etc. Donc peut-être que ce serait un meurtrier. Évidemment, c'est un séisme énorme. Aux yeux de l'opinion publique, l'anesthésiste fait figure de coupable idéal. Et ce sentiment est partagé à tous les étages de l'appareil judiciaire. L'avocat de Frédéric Péchier comprend que la présomption d'innocence de son client est menacée. Je vais avoir le sentiment, mais c'est mon sentiment d'avocat, que tout le monde est convaincu dans la chaîne judiciaire de la culpabilité de cet homme alors qu'on n'en est qu'à 2 mois d'enquête. Parquet, procureur adjoint, juge d'instruction, et j'ai le sentiment que tout est joué d'avance. Bon, c'est vrai qu'il sent bon, comme on dit, hein. On a envie de penser que c'est lui. Mais ça suffit pas pour le condamner. Le 6 mars 2017, les juges d'instruction qui ont mis Frédéric Péchier en examen demandent à ce qu'il soit placé en détention provisoire. Mais la décision finale appartient à un autre magistrat, le juge des libertés et de la détention.
Et contre toute attente, ce dernier va désavouer ses confrères. Au grand soulagement des défenseurs de l'anesthésiste. On arrive devant le juge des libertés de la détention, parce qu'on vient de demander la détention du docteur Péchier, c'est cataclysmique. Et enfin, j'ai quelqu'un qui écoute, qui fait attention, qui est prudent, et qui dit « j'y vais pas ». Je ne le mets pas, comme me demandent le procureur et les policiers, et les juges d'instruction, en détention provisoire. Je lui interdis de travailler, je demande une caution, c'est déjà beaucoup, mais je lui laisse sa liberté. Si jamais on se trompe, au moins je l'aurais pas mis en prison. Et les arguments du juge pour justifier le maintien en liberté de l'anesthésiste vont démontrer la fragilité des charges qui pèsent contre lui. Voici les motivations du juge des libertés. L'implication de Frédéric Péchier repose certes sur un faisceau d'indices concordants, de soupçons, de la part d'un certain nombre de ses collègues. Mais aucun indice matériel objectif n'a pu être vérifié pour mettre en évidence la culpabilité du mis en examen. En fait, la liberté est la règle dans tous les cas, normalement. Et pour mettre quelqu'un en détention, il faut des éléments assez forts. Alors, soit de dire qu'il est dangereux pour la société, mais les experts psychiatres, dans leur expertise psychiatrique, concluent au fait qu'il n'y a pas de dangerosité dans Frédéric Péchier. Donc, il n'est pas dangereux pour la société. Il ne risque pas de corrompre des témoins, parce que tout le monde a déjà témoigné, donc on ne voit pas tellement ce qu'il pourrait faire. Et il ne risque pas la réitération, parce que à ce moment-là, évidemment, il est plus anesthésiste. Donc, il n'y a pas d'éléments pour le mettre en détention. En avril 2017, Frédéric Péchier n'a plus le droit d'exercer, mais il est toujours mis en examen pour 7 empoisonnements et reste en liberté. Étonnamment, cette décision ne provoque pas la colère des victimes, car dans leur esprit aussi, il reste un doute sur la culpabilité de l'anesthésiste, comme le confie l'un de leurs avocats. Cela interrogeait, cela émouvait, parce qu'on pouvait se poser des questions et qu'on se disait mais on ne veut pas à tout prix un coupable, on ne veut pas à tout prix quelqu'un en détention, il doit bénéficier de la présomption d'innocence. Ce qu'on veut, nous, ce n'est pas un coupable, c'est la vérité. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Frédéric Péchier. Dans la seconde partie de cet épisode, vous allez découvrir comment de nouvelles accusations vont permettre d'incriminer l'anesthésiste. RTL vous propose de redécouvrir des affaires criminelles marquantes à travers les archives de l'émission présentée par Jacques Pradel. Du vendredi au dimanche, 3 épisodes vous emmènent au cœur de ces enquêtes avec les témoignages de ceux qui les ont vécues. Une plongée dans les dossiers qui ont marqué l'histoire criminelle à retrouver sur le site et l'application RTL ainsi que sur toutes vos plateformes audio préférées. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Frédéric Péchier, vous allez découvrir comment de nouvelles accusations vont permettre d'incriminer l'anesthésiste. Avec moi, vous entendrez les voix de Frédéric Péchier mis en examen, de Jean-Claude Gandon et Sandra Simard, tous les deux victimes d'empoisonnement, ainsi que des avocats et journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Pour parvenir à cette vérité, les magistrats chargés de l'enquête sont bien déterminés à ne pas relâcher la pression sur Frédéric Péchier. Car il leur reste toujours à analyser une 60aine de cas d'accidents opératoires suspects recensés à Saint-Vincent entre 2008 et 2017. Autant d'affaires qu'ils espèrent relier à l'anesthésiste. Un travail fastidieux qui va leur prendre 2 ans. Et après plusieurs centaines d'auditions et d'expertises, le résultat tombe. 16 mai 2019, l'effervescence gagne la ville de Besançon. Dans la salle de réception du palais de justice, le procureur de la République est sur le point de faire une déclaration qu'il a parfaitement orchestrée.
Et cette fois-ci, la presse nationale s'est déplacée, car l'affaire de Frédéric Péchier s'apprête à basculer. Une information judiciaire a été ouverte au pôle de l'instruction de Besançon pour des empoisonnements aggravés susceptibles d'avoir été commis sur personnes vulnérables. À 17h, le procureur de la République fait une conférence de presse pour annoncer que le docteur Frédéric Péchier va être mis en examen par des juges d'instruction pour 17 faits d'empoisonnement. Incroyable, ce jour-là, le procureur ajoute 17 cas d'empoisonnement aux 7 premiers cas déjà retenus contre Frédéric Péchier. Au final, c'est la mise en perspective désormais des 24 événements indésirables graves qui donnent une toute autre dimension au dossier en permettant de croiser des éléments de preuve de plus en plus denses. Mais c'est un autre chiffre avancé par le procureur qui provoque l'effroi. Et finit de présenter Frédéric Péchier comme un possible tueur en série aux yeux du grand public. Sur ces 17 événements indésirables graves retenus, qui s'échelonnent donc d'octobre 2008 à novembre 2016, 7 patients n'ont pas survécu à leur arrêt cardiaque et sont décédés. M. Péchier apparaît comme le dénominateur commun de ces événements indésirables graves qui semblent s'inscrire notamment dans un contexte de conflit aigu avec ses collègues anesthésistes ou chirurgiens au sein de la clinique Saint-Vincent. C'est intéressant ce terme de dénominateur commun parce qu'en fait, le procureur Étienne Manteau n'a pas assez d'éléments pour dire que c'est lui et on n'a pas de preuves matérielles, mais il dit dénominateur commun, c'est-à-dire que Frédéric Péchier a un rapport avec ces 24 événements indésirables graves. Donc voilà, soit ils sont survenus en sa présence ou soit on imagine qu'il aurait pollué les poches avant d'aller en week-end et puis qu'après le lundi, on aurait utilisé les poches polluées pour anesthésier quelqu'un. Nous avons affaire à un professionnel de santé particulièrement habile, qui a agi lorsque personne ne se trouvait dans les salles d'anesthésie, qui a su varier dans le temps la nature des poisons administrés pour ne pas éveiller les soupçons. L'enquête est loin d'être terminée. J'insiste, M. Péchier, à cette heure, bénéficie bien évidemment de la présomption d'innocence. Des charges reposent sur lui, mais de nombreux actes d'enquête doivent être encore accomplis. Je vous remercie de votre attention. Désormais, Frédéric Péchier est accusé de 24 tentatives d'empoisonnement qui ont abouti à 9 décès en l'espace de 10 ans. Autant d'accidents suspects retenus parmi la soixantaine d'arrêts cardiaques inexpliqués recensés à la clinique Saint-Vincent. Mais qui a donc sélectionné les cas suspects? Le docteur Péchier a sa petite idée. Je pensais que c'était des experts indépendants qui avaient sélectionné les cas ou l'ARS, mais manifestement ces cas ont été soumis à la justice par le biais donc des médecins des cliniques concernées. Dans ces 60 et quelques cas, moi j'aimerais personnellement que, si vous voulez, tous les cas soient donnés à des experts et qu'on puisse expertiser tous les cas. En clair, le médecin reproche à la clinique et à ses anciens collègues de l'avoir désigné comme coupable et d'avoir provoqué cette nouvelle mise en examen. L'anesthésiste semble à bout et pour la première fois prend la parole devant la presse. C'est un moment terrible pour moi. Je suis innocent de tout ce qui est... de toutes les accusations qui sont à mon encontre. J'ai foi en la justice et j'espère que l'affaire va vite avancer et qu'elle aboutira rapidement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ces quelques mots lâchés ne lèvent aucun des soupçons. L'avocat de Frédéric Péchier, présent juste derrière lui, le sait parfaitement. La parole de son client pèse bien moins lourd que celle livrée par le procureur de la République. Dès qu'un procureur désigne du doigt quelqu'un, en France, la presse part du principe que le procureur dit vrai. C'est tout. Si le procureur dit qu'il existe des preuves contre quelqu'un, on ne se pose plus de questions. Lorsque le procureur de la République de Besançon, à 17h, fait sa conférence de presse, qu'il annonce qu'il y a des preuves contre le docteur Péchier, les journalistes sont tous
intoxiqués par les déclarations du procureur de la République. Et c'est là où, effectivement, les journalistes n'arrivent pas à comprendre qu'un procureur, même s'il poursuit, même s'il est dans la machine, il n'est que l'accusation. C'est pas un magistrat indépendant, il est comme un avocat subjectif. Et lorsque le procureur de la République fait sa conférence de presse, encore faudrait-il qu'on fasse en défense une conférence de presse pour expliquer en quoi, en défense, on estime, au contraire de l'accusation, qu'il y a des éléments à décharge. Et là, ce serait équilibré. Et ce déséquilibre entraîne la presse dans une logique de dire si le procureur le dit, c'est que c'est vrai. Au-delà du crédit dont bénéficie la parole du procureur, une question reste en suspens. Quels éléments permettent à la justice de mettre à nouveau Frédéric Peschier en examen? Pour la défense, les 24 cas désormais retenus contre lui ne permettent toujours pas d'incriminer formellement l'anesthésiste. L'accusation est tombée dans un écueil. Ils ont construit le dossier sur la logique suivante, le nombre fait la preuve. On rajoute 17 cas à 7 cas, ça fait 24 cas, c'est trop, on doit le placer en détention. Et c'est ce qu'on va entendre de certaines parties civiles. Comment un homme accusé d'autant de faits peut-il être libre? Mais c'est pas parce qu'il est accusé de 24 faits qu'il en est plus coupable que s'il n'était accusé que d'un seul. Mais pour le parquet, comme pour les avocats des parties civiles, bien au contraire. Même s'il n'y a pas de preuves formelles, les 24 cas permettent d'incriminer le docteur Peschier. C'est quoi la preuve en matière pénale? Il y a un principe de base, un seul. La preuve est libre. Elle peut être rapportée par tout moyen. Et tout est recevable en termes de preuves. Par exemple, le calcul des enquêteurs qui a été de dire, sur plus de 1400 personnes, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un dénominateur commun, un seul. Même pas deux, même pas trois, pas quatre, un. C'est lui. Ça, c'est recevable. Vous voyez, venir dire, faire un tableau entre dire, voilà les dates de IG, voilà les dates à laquelle il y a un conflit à la clinique entre le docteur Peschier et ses collègues, ça, c'est recevable. Il y a tout un tas d'éléments. La défense a longuement critiqué, elle critique toujours d'ailleurs, le rapport qui a été fait par des profilers, pour prendre un terme à la mode. C'est son droit de le critiquer, mais c'est recevable comme une preuve. C'est ça ce dossier. Il y a des milliers de petits cailloux qui vont s'écraser sur le docteur Peschier. Ça, c'est le discours du parquet, qu'il y a une multitude de petits faits et d'éléments qui font que, oui, c'est le docteur Peschier. C'est toute la particularité de cette affaire. Et puis, pour l'accusation, il y a un élément qui revient fréquemment dans les 24 accidents relevés par le procureur. C'est le comportement de Frédéric Peschier, souvent enclin au conflit avec ses collègues. Sa personnalité, qui expliquerait même une partie des empoisonnements. Des recoupements, surtout, ont été faits. Et il démontre, parce que sur la masse de dossiers, c'est ça qui va constituer une preuve. Eh bien, il démontre que étaient visés, non pas d'ailleurs les patients directement, étaient visés les patients des praticiens avec lesquels le docteur Peschier avait des problèmes et avait l'intention de régler ses comptes, d'humilier ou de mettre en difficulté un certain nombre de confrères. Et en plus, systématiquement, d'intervenir sur leur opération au moment de la réanimation pour avoir cette espèce de double effet. C'est-à-dire que non seulement il démontrait à ce médecin avec lequel il avait des problèmes qu'il était mauvais, mais qu'en plus, lui était très bon puisque c'est lui qui venait sauver son patient. Ce mobile, il est très psychologique. C'est attrait à la personnalité du mis en cause. Aujourd'hui, en tout cas, cette idée de mobile, elle apparaît extrêmement pertinente. Donc, pour les victimes que nous représentons, nous savons qu'elles sont le jouet de règlements de compte terribles et qu'elles sont, entre guillemets, des victimes collatérales, même si ce sont véritablement elles qui souffrent dans leur chair. Preuve pour l'accusation que le docteur Peschier est bien le coupable et qu'il agit à chaque fois suite à un conflit avec ses collègues de la clinique. Une scène qui s'est produite lors d'un simple dîner en février 2016. Un dîner entre amis qui aurait mal tourné.
C'est vrai qu'on a le docteur Péchier qui était très ami avec un autre anesthésiste, un couple d'anesthésistes de la clinique Saint-Vincent. Notamment une autre anesthésiste qui s'appelle Catherine Nambeau. Catherine Nambeau, c'est une collègue de Frédéric Péchier. C'est aussi la compagne du docteur Sylvain Seri. Donc on se souvient de Sylvain Seri, c'est celui qui a mis en mars 2017 les enquêteurs sur la piste de Frédéric Péchier. Et le couple Nambeau-Seri était ami du couple Péchier. Donc amis entre anesthésistes, entre personnes du monde médical, on se fait des petits dîners, voilà. Début 2016, les deux couples organisent un dîner. C'est le dîner à partir duquel les deux couples deviennent ennemis, et c'est aussi le dîner à partir duquel Péchier en veut à Seri et Seri en veut aussi à Péchier. En gros, le couple Seri-Nambeau reproche au docteur Péchier de trop travailler. Lui dit, de toute façon, toi, entre guillemets, t'as pas de vie, tu travailles trop. C'est-à-dire quand il n'est pas de permanence pour la clinique, il y va quand même, en fait. Il aide quand même ses collègues, même quand il n'est pas censé le faire. À un moment donné, le docteur Seri va dire à Nathalie, donc l'épouse de Frédéric Péchier, c'est marrant, comme quoi ton mari a l'air plus heureux à l'hôpital qu'à la maison. L'air de dire, en fait, t'es une mauvaise femme. Enfin, en tout cas, ça met la pagaille, évidemment, dans cette soirée. Donc ça crée dans le couple Péchier un petit séisme, en fait, ce truc, parce que le docteur Seri et le docteur Nambeau révèlent quelque chose qui est une source de conflit dans le couple Péchier. J'imagine que si le docteur Seri a agi de la sorte, a tenu les propos qu'il a tenus, ça vient pas comme un cheveu sur la soupe. Et il y a entre les deux hommes une tension, une rivalité, que peut-être personne dans l'entourage n'avait vraiment saisi. Mais en tout cas, là, clairement, le docteur Seri ouvre les hostilités en allant, en quelque sorte, le provoquer. Et du coup, après ce dîner, le lundi, quand il se retrouve à la clinique Saint-Vincent, le docteur Seri et le docteur Péchier lui dit « Mais toi, t'as pourri mon week-end ». Et en fait, à partir de ce moment-là, les deux couples deviennent ennemis, ils ne se parlent plus. Et ça provoque une rupture définitive en termes de bonnes relations au sein de l'équipe d'anesthésistes de la clinique. Et vous allez voir que pour l'accusation, l'animosité entre le docteur Seri et le docteur Péchier pourrait bien être à l'origine de la mort d'une patiente. Ce dîner apparaît comme une pierre angulaire de l'accusation parce que quelques semaines après ce fameux dîner, Catherine Nambeau doit être opérée. Opérée pour une opération qui est prévue depuis longtemps, l'ablation d'un rein, mais elle demande à être entre les mains de son mari. Je veux que ce soit mon mari, donc le docteur Seri, qui procède à mon anesthésie. Et donc non pas par Frédéric Péchier comme c'était prévu, parce que ça la rassure mieux. Et du coup, d'être entre les mains du docteur Seri, ça change l'ordre des patients. Ça bouscule complètement le programme des interventions chirurgicales de la journée. Et les poches se sont classées par l'ordre des opérations. C'est-à-dire que les poches, en fait, voilà, la première poche, première opération, deuxième poche, deuxième opération. Donc Catherine Nambeau passe en deuxième et non plus en premier. Et la personne qui passe à la place de Catherine Nambeau, cette patiente-là... Madame Nico, cette femme va mourir sur la table d'opération. Elle va faire un arrêt cardiaque pendant l'intervention chirurgicale qui s'était a priori bien passée et elle fait son arrêt cardiaque à la fin de l'intervention. Donc Catherine Nambeau estime avoir été visée par Frédéric Péchier qui aurait pollué la poche destinée à son opération à elle dans l'idée de la supprimer pour se venger après ce dîner. Celle qui était destinée à mourir, c'était Catherine Nambeau. C'est ce que veut croire l'accusation. C'est énorme. C'est énorme, cette histoire. La femme du docteur Seri va se faire opérer et celle qui va la remplacer va mourir. Je suis pas policier, mais si j'étais policier, ça m'interpellerait, comme on dit. Seulement, il y a deux problèmes. D'abord, le planning des opérations, qui a été fixé 9 jours auparavant.
Ensuite, l'ordre des interventions chirurgicales qui ne peut être modifié du jour au lendemain par qui que ce soit. Pour autant, Laurence Nicot est-elle l'une des 24 victimes de l'anesthésiste? La justice en est persuadée, mais une nouvelle fois, c'est le juge des libertés qui doit statuer pour savoir si le docteur Péchier doit aller en prison. Et c'est lors d'une audience qui rassemble victimes et leurs proches que l'avenir du médecin va être tranché. La salle est pleine. Police judiciaire, magistrats du parquet sont présents et tous ces yeux qui regardent la juge des libertés de la détention lui demandent de placer en détention provisoire le docteur Péchier pour qu'elle cautionne le travail des policiers, qu'elle cautionne le travail du parquet. C'est ça la finalité. Derrière ces murs, l'audience se déroule dans un climat de tension exceptionnel. Et certaines victimes avouent leur malaise face à l'attitude froide de Frédéric Péchier. Qui était là évidemment pour se battre, hein, ça c'est tout à fait normal, mais avec absolument aucune empathie pour les victimes. Aucune. Et c'est ça qui m'a choquée, et qui a choqué toutes les victimes qui étaient présentes d'ailleurs. Il est sûr de lui, quoi. Il est pas fuyant, il est pas gênant. C'est vrai qu'il est calculateur, il est tout ce qu'on veut. Hein. Si c'est ça, si c'est lui, sur sa figure, il porte aucun remords. Il baisse pas les yeux. C'est dans ce climat électrique que les plaidoiries de la défense et des parties civiles vont se succéder et tout le monde est suspendu à la décision du juge. 5 heures d'audience quasiment, on sort et la juge va mettre 1h30 à rendre sa décision et elle, face à une absence d'éléments probants évidents, face à un dossier de construction intellectuelle, elle va dire « moi, indépendante, avec mon regard indépendant, eh ben je vous suis pas. » Pour la seconde fois, faute de preuves directes, un juge des libertés ordonne le maintien en liberté sous contrôle judiciaire de Frédéric Péchier. Et là, c'est le cataclysme. Je sens que au niveau du parquet, c'est inacceptable. La police judiciaire vit ça comme un désaveu de l'enquête. Et à partir de ce moment-là, il y a appel du parquet. En juin 2019, la décision d'appel va le confirmer. Le docteur Péchier reste en liberté. Les victimes sont sous le choc. Alors là, on ne comprend pas du tout. Pour nous, ça nous paraissait aberrant. Il était soupçonné, mis en examen pour 24 empoisonnements. Et on ne comprenait pas pourquoi il était laissé en liberté. Donc on a décidé de faire une conférence de presse. Et c'est avec l'énergie du désespoir, face à une décision qu'elle qualifie d'injuste, que Sandra Simard va convoquer la presse et prendre la parole au nom des dizaines de victimes de cette affaire. Une mobilisation aux airs de baroud d'honneur, alors que la perspective d'un procès est encore floue. À partir du moment où on pense qu'il est coupable, nous aujourd'hui, on vit avec, pour certains, des séquelles, avec des familles qui ont perdu un proche, qui ont des difficultés à faire un deuil parfois, et on vit tous les jours avec ça. Ça nous empêche pour certains de travailler, pour d'autres, voilà, ça pose des problèmes de tourner la page, voilà, tout simplement. Et en attendant, la personne que nous pensons coupable est libre, et ça nous pose un réel problème, oui. On attend une date de procès. Évidemment. On ne s'attend pas à avoir un procès dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais on l'attend effectivement avec impatience. Dans l'attente d'un procès, les regards des victimes se tournent aussi en direction de la clinique Saint-Vincent. Il faut dire que depuis le début de l'affaire, l'établissement hospitalier est resté particulièrement discret. Peut-être trop, selon certaines parties civiles, qui critiquent l'attentisme de la clinique alors que les EIG se multipliaient. La responsabilité de la clinique, elle se pose régulièrement. Pourquoi ils ont mis tant d'années à réagir? Parce que 10 ans, je sais pas, moi, quand on fait une connerie, votre patron, il est derrière, hein, il dit, faut trouver la connerie, on n'attend pas 10 ans quand même. Pour la clinique, qui réalise environ 20 000 interventions par an,
Il n'y avait pas de lien détectable entre ces EIG, ces événements indésirables graves. Donc je serai sur ce dossier-là, exclusivement. D'accord ? J'ai encore vu ce matin par un de mes confrères des partis civils disant mais comment se fait-il que l'établissement n'ait pas vu ces événements indésirables graves ? Alors, je vais vous poser une question, j'ai envie de vous rétorquer. Comment pourrait-on imaginer l'inimaginable ? 32 000 passages par an dans cet établissement, qui est un des meilleurs établissements de la région. 20 000 opérations chirurgicales. Le nombre d'événements indésirables graves est le même que dans la moyenne nationale. Donc il ne faut pas dire qu'il y en a beaucoup plus. C'est faux. On nous a dit mais les conditions de sécurité ne sont pas bonnes. Les conditions de sécurité sont exactement les mêmes, voire meilleures que dans d'autres établissements de soins. L'argument de l'avocat est pourtant contredit par les témoignages de plusieurs membres du corps médical qui ont reconnu devant les policiers que le nombre d'arrêts cardiaques à la clinique Saint-Vincent était hors norme. C'est le cas du professeur Xavier Capdevila, le président de la Société française d'anesthésie-réanimation. Il déclare « J'ai pu constater une liste d'arrêts cardiaques d'environ 70 cas. Ça fait beaucoup d'arrêts d'origine cardiaque, dont beaucoup de décès. C'est environ la moitié. C'est énorme. Cette liste est incroyable. Si je devais la présenter à mes collègues, on tomberait tous de notre chaise. C'est incroyable. » Si la clinique a minimisé le nombre d'accidents suspects durant 10 ans et n'a pas alerté plus avant les autorités, c'est peut-être par crainte de voir sa réputation entachée et avec elle son nombre de patients baisser. Aux yeux de ses défenseurs, des dysfonctionnements de la clinique. Péchier, ça devient le miracle qui excuse tous les dysfonctionnements d'accidents d'anesthésie qu'il y a pu y avoir à la clinique Saint-Vincent. Péchier permet effectivement à la clinique de s'exonérer de tout et permet aussi à certains praticiens de s'exonérer de leurs propres incompétences et de leurs propres accidents. C'est là où on dit attention. D'autant que Frédéric Péchier est l'unique suspect d'une enquête qui, dès le départ, s'est exclusivement focalisée sur lui. Au risque peut-être d'écarter d'autres responsabilités. Je ne sais pas pourquoi on cherche à m'incriminer personnellement. Il est clair que le jour où on admettra que je n'ai rien à voir là-dedans, ça va mettre en défaut la structure elle-même et plus un médecin. Donc je conçois parfaitement qu'à l'heure actuelle, tout soit fait pour qu'une même personne porte le chapeau. C'est vrai que depuis le début de l'enquête, on se concentre uniquement sur Frédéric Péchier. Alors peut-être que c'est Frédéric Péchier et que tout le monde a raison, mais si c'est quelqu'un d'autre, pour le coup, les autres pistes n'ont pas été explorées. On n'a pas été interroger les collègues sur eux-mêmes, leur mobile éventuel, ce qu'ils faisaient à ce moment-là, etc. On les a vraiment interrogés à charge contre Frédéric Péchier. À ces soupçons, exclusivement dirigés contre le docteur Péchier, s'ajoute un autre aspect de l'affaire qui continue d'opposer la défense et l'accusation. La véracité des empoisonnements, elle est vraiment au cœur de cette procédure. D'un côté, on a le parquet, pour qui il y a 24 cas, 24 arrêts cardiaques qui sont liés à des actes de malveillance, dont 9 mortels. Et de l'autre, on a la défense, pour qui le dernier cas, le cas Gandon, et là, il n'y a pas photo, il y a eu un empoisonnement, les poches sont percées. En revanche, ils contestent la réalité des 23 autres cas. Donc on est vraiment sur un contentieux très fort entre la défense et l'accusation. Il est terrifiant de penser, c'est ce que je pense, que ce dossier n'existe pas. Si aujourd'hui nous affirmons que nous sommes sûrs de la culpabilité du docteur Péchier, c'est parce que nous avons des éléments solides qui nous permettent de l'affirmer. Dans ce dossier-là, il n'y a rien qui permet de savoir que c'est le docteur Péchier. C'est une affaire qui est vraiment complexe et c'est tout l'enjeu et tout l'intérêt des contre-expertises médicales qui vont être missionnées par le juge d'instruction. Et il y en a encore beaucoup d'autres qui vont arriver.
priori, il n'y aura jamais de preuve matérielle qui l'incrimine. Or, aujourd'hui, on aime bien avoir la science de son côté quand on condamne un homme, surtout pour quelque chose d'aussi grave. Mais malgré tout, on peut condamner, un juré d'assises peut condamner sur l'intime conviction. Et de toute façon, ce dossier, cette affaire, si un jour il va jusqu'au procès, ça se jouera là-dessus. Sur une somme d'éléments, le procureur utilise le terme de dénominateur commun pour parler du docteur Péchier. On est là-dessus. On est sur le fait que s'il y a des empoisonnements avérés, au vu de tout ce qui a été démontré par l'accusation, ça ne peut être que le docteur Péchier. On m'a tout pris. On m'a pris mon métier. On m'a pris ma vie sociale. Et là, depuis maintenant quelques mois, on m'a pris aussi ma vie familiale. C'est-à-dire que je ne peux plus voir mes enfants, je ne peux plus voir ma femme parce que je n'ai pas le droit de rentrer chez moi à mon domicile. Après 3 ans d'enquête, et malgré l'absence de preuves, quoi qu'il advienne, Frédéric Péchier pense qu'il ne pourra plus jamais exercer son métier. Quand on démontrera mon innocence, quand sera venu le moment de se poser la question de savoir ce que je vais faire après, je pense que le fait de revenir en arrière, enfin de regarder ce qui s'est passé, si vous voulez, et de voir tout ce qui a été détruit, je ne sais pas comment je vais réagir, en toute honnêteté. Je pense que pour moi, ça sera extrêmement difficile de continuer de travailler en tant que médecin anesthésiste réanimateur. Je commence maintenant à comprendre, si vous voulez, le temps judiciaire, et c'est quelque chose d'absolument épouvantable. C'est-à-dire que je ne pensais pas que cette affaire ait mis tant de temps pour avancer un petit peu. Et que maintenant on commence à se poser quelques questions. Au bout de 3 ans. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Frédéric Péchier. En août 2024, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises pour les empoisonnements de 30 patients, dont 12 mortels. Frédéric Péchier encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il attend d'être jugé. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. RTL vous propose de redécouvrir des affaires criminelles marquantes à travers les archives de l'émission présentée par Jacques Pradel. Du vendredi au dimanche, 3 épisodes vous emmènent au cœur de ces enquêtes avec les témoignages de ceux qui les ont vécues. Une plongée dans les dossiers qui ont marqué l'histoire criminelle à retrouver sur le site et l'application RTL ainsi que sur toutes vos plateformes audio préférées. Le couloir du CHU de Besançon résonnait d'un bourdonnement sourd, mélange d'appels d'infirmiers, de bruits de chariots et d'ordres murmurés derrière les masques. Il était un peu plus de 8 heures du matin, ce jeudi de mai 2019, lorsque Frédéric Péchier poussa la porte du service d'anesthésie. Ses yeux, d'un bleu acier presque translucide, avaient cette fixité que les uns décrivaient comme celle d'un homme méthodique et concentré, et que d'autres jugeaient inquiétante, froide, presque clinique. Ce matin-là, il devait superviser plusieurs interventions, des opérations de routine, mais l'air semblait chargé d'une tension invisible, un parfum d'orage qui ne disait pas encore son nom. Les murs blancs du bloc semblaient vibrer sous les néons, et pourtant, tout paraissait normal. Les respirateurs cliquetaient, les perfusions s'égouttaient, les voix restaient calmes. Jusqu'à ce que, soudain, le moniteur d'un patient s'emballe. Un bip strident fendit le silence, suivi d'un cri « Arrêt cardiaque !» Les corps s'activèrent, la chorégraphie bien rodée d'une équipe rompue à l'urgence. Péchier s'avança, ses gestes précis, rapides, presque trop sûrs. Il ordonna une injection d'adrénaline, ajusta le tube d'intubation, réévalua la saturation, le regard fixe. Le patient reprit un rythme lent, fragile, mais suffisant pour espérer. Autour de lui, le silence retomba, celui du soulagement mêlé à la fatigue. Ce fut à ce moment-là que l'un des chirurgiens, un certain docteur M, jeta un regard furtif vers lui, un de ces regards qu'on n'ose pas prolonger, méfiant, hésitant, presque accusateur.
Frédéric s'en rendit compte, sans rien dire. Il connaissait ce regard. Depuis quelques mois, il en croisait souvent. Des murmures avaient commencé à circuler. Des soupçons d'anesthésie étrangement compliqués. Des arrêts cardiaques inexpliqués. Les plus graves avaient un lieu presque toujours sur ses créneaux, ses blocs, ses patients. Au départ, il avait cru à la malchance. Puis il avait senti, à mesure que la rumeur enflait, que quelque chose changeait dans la manière dont les autres le saluaient. Les sourires s'étaient faits plus rares, les conversations s'interrompaient lorsqu'il approchait. Certains médecins, qu'il considérait comme des amis, détournaient le regard dans les couloirs. Et derrière les portes, il entendait des phrases étouffées. Encore une complication sous Péchier. Ou « Tu trouves pas ça étrange, toi, toutes ces hypoxies ?» Frédéric Péchier, pourtant, n'était pas n'importe qui. Dans le monde feutré de l'anesthésie-réanimation, il avait bâti sa réputation sur la précision de ses gestes et son calme imperturbable. Il enseignait, formait, soutenait ses collègues. En 2011, il avait été cité en exemple pour avoir sauvé in extremis un enfant en arrêt cardiaque. À Besançon, beaucoup le surnommaient « le magicien du bloc ». Alors pourquoi aujourd'hui cette atmosphère de suspicion ? Ce jour-là, après la dernière opération, il s'assit seul dans la petite salle de repos du service. Une lampe vacillait au-dessus de lui, la lumière jaune dessinant sur ses traits un mélange de fatigue et d'inquiétude contenue. Sur la table, un gobelet de café tiédissait. Dans un coin, un journal local trônait, avec en manchette « Enquête ouverte au CHU. Des empoisonnements suspectés ?» Il resta figé un moment. Ce titre, il le connaissait déjà, mais le voir imprimé, là, dans ce lieu qu'il considérait comme son second foyer, avait quelque chose de surréaliste. C'est alors que son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Ils savent, prépare-toi !» Il sentit son cœur se contracter. Il ne répondit pas. Il regarda longuement le message avant d'effacer la notification, comme pour effacer une menace. Puis il rangea son téléphone dans la poche de sa blouse et se leva, lentement. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il retrouva Claire, sa femme, assise sur le canapé. Elle tenait dans les mains une tasse de thé, mais son regard n'était pas sur la tasse. Elle le fixait, immobile. « Ils ont appelé, » dit-elle d'une voix basse. « La police. Ils veulent te parler demain. » Il ne répondit pas tout de suite. Il posa sa sacoche, retira sa veste, puis s'assit en face d'elle. « Je n'ai rien à me reprocher, » murmura-t-il. « Je le sais, » répondit-elle aussitôt. « Mais ce qu'ils disent, ces patients, ça devient sérieux, Frédéric. » Un silence s'installa entre eux. Le tic-tac d'une horloge semblait rythmer leur peur. La nuit, il ne dormit pas. Dans son bureau, éclairé par la lampe de chevet, il relisait encore et encore les dossiers médicaux de ses patients. 15 cas. 15 incidents inexpliqués. 15 vies suspendues entre l'anesthésie et la mort. Et, sur ces 15 cas, 14 portaient sa signature. Le lendemain matin, lorsqu'il franchit les portes du commissariat, il remarqua la présence des journalistes. Les flashs crépitaient, les micros s'approchaient. « Docteur Péchier, êtes-vous coupable ? Avez-vous empoisonné vos patients ?» Il serra la mâchoire et entra sans répondre. L'interrogatoire dura plus de 6 heures. Dans la salle, 2 enquêteurs face à lui, une lumière froide au plafond. Le capitaine Lemoine, la cinquantaine, le regard perçant, ouvrit le bal. « Docteur Péchier, plusieurs de vos patients ont présenté des signes d'intoxication au potassium et aux anesthésiques locaux. Comment l'expliquez-vous ? » « Ce sont des complications possibles, » répondit-il calmement. « Rares, mais possibles. »« 15 fois » demanda l'autre en arquant un sourcil. Frédéric soutint le regard, sans faiblir. « J'ai toujours agi dans l'intérêt des patients. Toujours. » Les heures passèrent. Les questions se répétaient, plus insistantes. On lui montra des graphiques, des courbes, des analyses. Il reconnut les données, les anomalies, mais refusa d'admettre une quelconque faute. Lorsqu'il quitta le commissariat, le soir tombait. Claire l'attendait dehors, blême. « Ils vont te mettre en examen », lui dit-elle d'une voix brisée. Il hocha la tête, sans un mot. Dans les jours qui suivirent, le scandale éclata. Les journaux nationaux s'en emparèrent, les talk-shows en firent leurs gros titres. Docteur ou bourreau. Un anesthésiste accusé de 24 empoisonnements, l'ange du bloc opératoire ou le diable en blouse blanche. Les collègues prirent leur distance. Les anciens patients appelèrent pour annuler leur rendez-vous. Le téléphone de son cabinet ne sonnait plus. Mais Frédéric Péchier, malgré tout, continuait à jurer son innocence. Il affirmait qu'on cherchait un coupable idéal,
un bouc émissaire. Il disait que l'hôpital voulait sauver sa réputation et que la police voulait un visage à montrer à la presse. Il répétait « Je n'ai rien fait ». Et pourtant, la liste des victimes s'allongeait. Les expertises révélaient des traces de produits anesthésiques injectés en dehors des procédures normales. Des doses anormales de potassium, des seringues retrouvées avec des résidus suspects. Chaque élément semblait dessiner un schéma, et ce schéma pointait toujours dans la même direction. Dans son appartement, les volets fermés, Frédéric tournait en rond. Parfois, il s'arrêtait devant le miroir et se regardait longuement. Il murmurait, presque pour lui-même. « Et si j'avais… » sans m'en rendre compte, puis il secouait la tête violemment, comme pour chasser une idée folle. Le soir du 25 mai, il reçut un appel inattendu. Un ancien patient, une voix masculine, tremblante. « Docteur Péchier, c'est Dupont. Vous m'avez opéré en 2016. Je voulais juste vous dire merci. Vous m'avez sauvé la vie. » Un silence. Puis la voix reprit. « Je ne crois pas ce qu'ils disent. » Il resta un long moment sans parler, les yeux embués. Et pourtant, quelque part à Besançon, dans un autre salon, une famille allumait une bougie devant la photo d'une femme disparue après une anesthésie banale. Et sur cette photo, le nom du médecin figurait en bas du compte rendu opératoire. 2 réalités, 2 visages d'un même homme. Héros ou monstre? La France entière commençait à se poser la question. La pluie tombait sur Besançon ce soir-là, fine et persistante, comme un voile de tristesse étalé sur la ville. Dans le bureau du juge d'instruction, les stores étaient baissés, mais la lumière du lampadaire filtrait à travers, dessinant des lignes pâles sur les dossiers empilés. Le nom de Frédéric Péchier revenait sur presque chaque chemise cartonnée. 15 cas, 24 suspicions, des expertises contradictoires, des témoignages confus. Et au centre de tout cela, un homme, ni meurtrier reconnu, ni totalement innocent. Le juge, une femme à la quarantaine rigide, nommée Blandine Roux, relisait pour la 3e fois les conclusions du dernier rapport médico-légal. Sa main caressait machinalement le bord de la page, comme si elle cherchait à sentir la vérité entre ses doigts. Injection d'un anesthésique local hors protocole. Concentration anormale de lidocaïne dans le sang, lut-elle à voix haute, seule. Puis elle posa le dossier, soupira et murmura « C'est trop propre, trop réfléchi ». Elle savait que, dans ce genre d'affaires, la frontière entre l'accident médical et le crime pouvait être plus fine qu'un fil de scalpel. Et Péchier, avec son intelligence, son calme, son talent presque chirurgical, brouillait toutes les pistes. Pendant ce temps, Frédéric, assigné à résidence, vivait enfermé dans son appartement du centre-ville. Son salon, autrefois lumineux, avait perdu toute chaleur. Des piles de documents jonchaient le sol, des articles de presse, des copies de rapports médicaux, des notes qu'il avait rédigées pour se défendre. Sur la table basse, un carnet ouvert, chronologie des faits selon moi. Les lignes étaient droites, ordonnées, d'une écriture nette. Chaque incident y était consigné, daté, commenté. Il essayait de reconstituer le puzzle, de comprendre comment il avait pu devenir, du jour au lendemain, le visage de l'ombre. Son avocat, Maître Lenoir, lui rendait visite régulièrement. Ce soir-là, il entra avec un manteau trempé et une mine grave. « Les médias ne te lâcheront pas », dit-il en s'asseyant. Et le parquet prépare une nouvelle mise en examen pour 7 cas supplémentaires. Frédéric leva les yeux vers lui, l'air las. « 7 de plus ? Mais sur quelle base ? Sur des analyses complémentaires. Il y a des traces de potassium dans plusieurs flacons récupérés dans les salles où tu as travaillé. Il serra les poings, les jointures blanchies. Des traces ? Ce n'est pas une preuve. Non, mais c'est suffisant pour entretenir le doute. Et dans ce genre d'affaires, le doute, c'est un poison lent. » Un silence. L'avocate alluma une cigarette, observa la fumée monter en volute. « Tu veux que je te dise, Frédéric ? Ils veulent un coupable avant tout, quelqu'un à montrer. Et tu es parfait, brillant, charismatique et atypique. » Le médecin esquissa un sourire amer. « Atypique, oui. C'est souvent comme ça qu'on nomme ceux qu'on ne comprend pas. » Dehors, la pluie redoublait. Dans le reflet de la fenêtre, Frédéric aperçut son propre visage, creusé, fatigué. Il se demanda quand, exactement, sa vie avait basculé. Peut-être le jour où il avait voulu trop bien faire. Où il avait pris la place d'un autre anesthésiste au dernier moment pour aider. Peut-être le jour où il avait refusé de suivre un protocole par excès de confiance.
ou peut-être plus tôt encore, dans cette obsession du contrôle absolu. Il se souvenait de cette phrase qu'il répétait à ses internes. L'anesthésie, c'est l'art de maintenir quelqu'un entre deux mondes. Trop peu, il souffre. Trop, il ne revient pas. Aujourd'hui, c'était lui qui vivait entre deux mondes, celui du médecin sauveur et celui du criminel présumé. À quelques rues de là, dans une brasserie de la vieille ville, 2 infirmières discutaient à voix basse. « Tu te rends compte, j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans, dit l'une. Il était toujours calme, toujours gentil. Gentil, oui, mais bizarre, répondit l'autre. Tu te souviens de la patiente du bloc 7, celle qui a fait un arrêt alors que tout allait bien? Oui, mais ce n'est pas une preuve. Peut-être. Mais parfois, on sent les choses. Et moi, je te jure, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui, trop parfait, trop lisse. Leurs voix se perdirent dans le brouhaha des conversations, mais cette phrase, trop parfait, semblait flotter dans l'air, lourde de suspicion. Le lendemain, Péchier fut convoqué à une nouvelle audition. Dans la salle d'attente, il croisa un homme qu'il reconnut aussitôt, le père d'une de ses anciennes patientes décédées. Le regard de cet homme était un mélange de haine et de douleur brute. Il s'approcha, tremblant. « Ma fille avait 19 ans, dit-il d'une voix rauque. Une opération bénigne. Vous étiez là. Elle ne s'est jamais réveillée. » Frédéric voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. L'autre poursuivit, les yeux humides. « Si vous êtes innocent, alors trouvez le vrai coupable, parce que moi je ne croirais pas que ma fille est morte d'un accident. » L'homme partit, laissant derrière lui une trace de silence plus lourde que toutes les accusations. Lors de son audition, le juge Roux resta calme, presque douce. Elle lui posa des questions d'une précision chirurgicale, cherchant moins à le piéger qu'à le comprendre. « Docteur Péchier, reprit-elle, vous aviez accès à tous les produits du bloc, n'est-ce pas ? Comme tous les anesthésistes, oui. Et vous contrôliez parfois les seringues déjà préparées ? Oui, par sécurité. Donc, vous pouviez, en théorie, intervenir sans que personne ne le voie ? Il resta muet un instant, puis, lentement. En théorie, oui. Mais pourquoi l'aurais-je fait ? Elle le fixa longuement. C'est justement ce que nous essayons de comprendre. Après l'entretien, elle resta seule dans son bureau, pensive. Elle n'était pas convaincue de sa culpabilité. Mais quelque chose, dans son attitude, la troublait. Ce calme, cette maîtrise, cette manière de répondre sans jamais vaciller. Était-ce la conscience tranquille d'un innocent ou la froideur méthodique d'un coupable qui s'est dissimulé ? Les jours suivants, de nouvelles expertises tombèrent. Certaines confirmaient des anomalies, d'autres les relativisaient. L'opinion publique, elle, s'enflammait. Sur les réseaux sociaux, les débats faisaient rage. Un médecin exemplaire détruit par un système judiciaire injuste. Non, c'est un psychopathe qui a pris plaisir à manipuler la vie. Dans la rue, des affiches furent même collées. Soutien au docteur Péchier. Face à elle, d'autres. Justice pour les victimes. Besançon devint une ville coupée en deux. Une nuit, incapable de dormir, Frédéric sortit marcher sous la pluie. Les pavés brillaient sous les lampadaires, les gouttes frappaient son visage. Il passa devant l'hôpital, leva les yeux vers les fenêtres éclairées du service où il avait passé sa vie. Il pensa aux rires dans la salle de repos, aux blagues entre 2 opérations, aux battements de cœur qu'il avait su faire revenir à la vie. Et il sentit une colère sourde l'envahir. « Ce n'est pas moi », murmura-t-il dans le vide, « ce n'est pas moi. » Mais une petite voix, quelque part en lui, répondit « Et si tu ne t'en souvenais pas ?» Lorsqu'il rentra, trempé, il trouva Claire assoupie sur le canapé, un dossier à la main. En couverture, affaire Péchier, analyse psychiatrique préliminaire. Il l'ouvrit, curieux, et lut quelques lignes. Sujet intelligent, structuré, présentant un fort besoin de reconnaissance et de contrôle. Aucune pathologie avérée, mais une tendance obsessionnelle à la perfection pouvant altérer la perception de ses propres limites. Il referma lentement le dossier, le cœur battant. Pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas, quelque part, franchi une ligne sans s'en rendre compte. Au matin, une perquisition eut lieu. Les enquêteurs fouillèrent chaque pièce, chaque tiroir. Dans un carton d'archives médicales, ils découvrirent un carnet noir dissimulé sous d'anciens documents fiscaux. À l'intérieur, des notes, des noms, des dosages, des remarques techniques. En bas de certaines pages, une phrase revenait, comme une signature. « Juste un peu plus pour que le cœur tienne ». Les policiers se regardèrent, interdits. La découverte du carnet noir fit l'effet d'une déflagration silencieuse. Au petit matin, dans les couloirs du commissariat, un murmure s'était déjà répandu.
Le docteur Péchier notait tout. Les inspecteurs, pourtant rompus aux affaires les plus tordues, restaient perplexes devant la précision presque maniaque de ses annotations. Il ne s'agissait pas de confession, ni d'aveux déguisés, mais d'une écriture clinique, froide, méthodique. Une page après l'autre, l'homme y décrivait les réactions physiologiques de patients lors d'interventions, la tolérance à certains anesthésiques, la corrélation entre la tension, le pouls et la dose administrée. Rien de criminel en soi, mais tout, dans la manière dont c'était formulé, respirait une obsession du contrôle absolu. Et puis, il y avait cette phrase récurrente, « juste un peu plus », pour que le cœur tienne. Le commandant Vernier, chargé de l'enquête, observa longuement les pages étalées devant lui. Il appela la juge Roux. On a trouvé quelque chose, pas une preuve, mais un élément dérangeant, vous devriez voir ça. Quelques heures plus tard, Blandine Roux entra dans la salle d'interrogatoire, les yeux fixés sur le carnet qu'elle tenait du bout des doigts, comme s'il était contagieux. Frédéric, assis en face d'elle, tenta de deviner ce qu'on lui reprochait cette fois. Lorsqu'elle posa le carnet devant lui, son regard se voila d'une stupeur sincère. « Vous avez reconnu votre écriture ?» demanda-t-elle. « Évidemment. Ce sont mes notes de travail. » « Vos notes ? On y lit des prénoms, des observations physiologiques et cette phrase qui revient sans cesse. Pourquoi l'écrire ? C'était une manière pour moi de me rappeler la limite, le point d'équilibre entre la vie et la perte de conscience, rien d'autre. Elle le fixa longuement, puis, d'une voix douce. « Vous savez, docteur, la limite, c'est justement ce qui nous sépare parfois des monstres. » Il soutint son regard sans trembler. « Ou ce qui nous en rapproche quand on essaie de sauver trop fort. » Dehors, les journalistes campaient devant le tribunal. Le visage de Péchier, désormais connu dans toute la France, passait en boucle sur les chaînes d'information. Les commentateurs débattaient, les psychiatres invités analysaient son profil, chacun y voyant un nouveau Dr Jekyll moderne, capable du meilleur comme du pire. Les patients qu'il avait autrefois sauvés venaient témoigner en sa faveur, évoquant sa bienveillance, sa disponibilité. Mais pour chaque voix qui le défendait, une autre s'élevait contre lui, nourrie par la colère, la douleur, la suspicion. Dans son appartement, Claire feuilletait les journaux avec dégoût. Les titres étaient tous les mêmes. Le docteur qui jouait avec la mort, le poison derrière le scalpel. Elle connaissait l'homme qu'il dépeignait, mais elle connaissait aussi celui qu'elle aimait. Attentif, précis, presque fragile quand il se croyait seul. Ce double visage la troublait à son tour. Elle se surprenait parfois à douter, non pas de sa bonté, mais de sa lucidité. Un soir, elle lui demanda « Frédéric, tu es sûr que tu n'as jamais commis d'erreur, même minime, quelque chose qui aurait pu mal tourner ?» Il resta silencieux, les yeux perdus dans le vide. « Je n'ai jamais voulu faire de mal, jamais. Mais l'anesthésie, c'est une science d'équilibre. Un battement de trop, un souffle trop long, et tout bascule. Peut-être qu'un jour, sans le savoir, j'ai franchi une ligne. » Elle le regarda longuement, bouleversée par la sincérité désarmée de sa voix. Pendant ce temps, au commissariat, Vernier reçut un appel anonyme. Une voix féminine, calme, assurée. « Je travaillais avec lui, dit-elle. Il n'a pas tout noté dans ses carnets. Il avait une autre méthode. Il parlait de ses patients à haute voix, après les opérations, comme s'il récitait un rituel. Vous pouvez vous identifier ? Non. Si je parle, je perds mon poste. Mais cherchez du côté du bloc 3 dans les archives d'enregistrement de 2015. Il y a des bandes audio des interventions. Vous y entendrez quelque chose. Puis la ligne coupa. 3 jours plus tard, les bandes furent retrouvées. La voix de Péchier, nette, posée, donnait des consignes, ajustait les doses, rassurait les infirmières. Rien d'anormal. Jusqu'à une séquence de 23 secondes où, juste avant l'arrêt cardiaque d'un patient, on l'entendait murmurer, presque imperceptiblement « Tiens bon, juste un peu plus ». Vernier, en écoutant l'extrait, sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ce n'était pas une preuve, mais c'était suffisant pour troubler n'importe qui. Lorsque cette bande fut ajoutée au dossier, le parquet ordonna une expertise complémentaire. Le docteur Keller, anesthésiste retraité et figure respectée du CHU de Lyon, fut missionné pour analyser l'ensemble des données. Il passa des nuits entières à comparer les rapports, à évaluer les doses, à reconstituer chaque intervention.
Lorsqu'il remit ses conclusions, elles firent l'effet d'un séisme. Les anomalies constatées ne permettent pas d'exclure une intention criminelle. Toutefois, elles pourraient également s'expliquer par des erreurs humaines dues à un excès de confiance ou à une défaillance du matériel. Autrement dit, ni coupable, ni innocent. Pour la juge Roux, c'était un cauchemar procédural. Chaque élément à charge semblait aussitôt s'effriter sous le poids du doute. Chaque tentative d'innocenter Péchier ouvrait de nouvelles zones d'ombre. Elle finit par admettre à haute voix, devant Vernier, « Cet homme est soit un génie incompris, soit un manipulateur d'une intelligence hors du commun. Et dans les deux cas, c'est effrayant. » Une nuit, en secret, elle retourna au bloc opératoire de l'hôpital, avec une autorisation spéciale. Elle voulait voir l'endroit, sentir l'atmosphère, les néons froids, les tables métalliques, l'odeur du désinfectant. Elle resta un long moment immobile, à imaginer Péchier, concentré, précis, entouré de machines qui respiraient à la place des hommes. Et soudain, elle comprit quelque chose. Cet univers était le seul où il se sentait maître. Ici, tout obéissait à ses mains, à ses décisions, à son souffle. Peut-être, pensa-t-elle, que tout ce qu'il avait voulu, c'était jouer à Dieu. Un Dieu maladroit, mais sincère. Quelques jours plus tard, lors d'un nouvel interrogatoire, elle décida de l'affronter sur ce terrain. « Vous aimez avoir le contrôle, n'est-ce pas ? Dans mon métier, c'est vital. Et quand vous l'avez perdu ?» Il la fixa, surpris. « Perdu ? Je ne l'ai jamais perdu. » Elle esquissa un léger sourire. C'est justement ce que tout le monde dit, avant de tomber. La tension monta d'un cran. L'opinion publique grondait. Certains réclamaient sa libération, d'autres sa tête. Des plateaux télé s'emparaient du dossier, des médecins prenaient une position. La France découvrait avec fascination et effroi la figure de ce médecin héroïque ou docteur empoisonneur. Et au cœur de la tempête, Péchier, lui, continuait d'écrire. Pas dans ses carnets, cette fois, mais dans une longue lettre adressée à la juge Roux. On y lisait « Je ne cherche pas à prouver mon innocence. Je cherche à comprendre pourquoi le monde a besoin d'un coupable quand la mort reste inexplicable. Si la vérité doit me condamner, qu'elle le fasse en plein jour, pas dans l'ombre des suppositions. » La lettre fit pleurer la greffière qui la lut avant de la classer. Ce soir-là, tandis que le vent balayait la ville, un autre événement survint. Un nouveau cas, resté discret jusqu'ici, venait d'être signalé par un ancien patient, encore vivant. Il affirmait se souvenir d'un détail troublant. « Avant que je m'endorme, il m'a dit « Vous allez rêver, mais ne revenez pas trop vite. » Le témoin ne se trompait pas sur la voix. C'était bien celle de Péchier. Et soudain, l'affaire reprit feu. Ce matin-là, l'air de la clinique était lourd, saturé d'une tension presque palpable. Le couloir menant au bloc opératoire semblait plus étroit qu'à l'accoutumée, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Frédéric Péchier marchait d'un pas rapide, sa blouse immaculée flottant légèrement derrière lui, le badge anesthésiste responsable brillant sous les néons. Tout autour, les infirmières le saluaient avec un mélange de respect et de prudence, comme si son nom était devenu une légende dont personne ne voulait prononcer la suite. Depuis quelques semaines, des rumeurs avaient commencé à s'infiltrer dans les couloirs. Des murmures discrets pendant les pauses café, des regards échangés entre collègues. Un patient avait fait un arrêt cardiaque soudain, puis un autre, encore un, et tous semblaient avoir un point commun, la présence du docteur Péchier. Pourtant, aucun élément concret ne permettait d'établir une faute. Les dossiers étaient impeccables, les protocoles respectés, les médicaments administrés dans les doses prescrites. Mais quelque chose dans l'air commençait à grincer. Ce jour-là, l'opération était de routine, une hernie discale sur un patient d'une 50aine d'années. Le chirurgien principal, le docteur Garnier, plaisantait comme à son habitude, essayant de détendre l'atmosphère. Frédéric, lui, vérifiait calmement ses doses d'anesthésiant. Ses gestes étaient précis, presque chorégraphiques. Mais derrière cette assurance tranquille se cachait une fatigue accumulée, un isolement croissant. Depuis qu'il avait été brièvement suspendu l'année précédente, même après sa réintégration, il sentait peser sur lui le soupçon invisible. Il avait beau sourire, ses yeux trahissaient une vigilance constante. Quand le patient fut endormi, tout sembla se dérouler normalement. L'équipe parlait de la pluie et du beau temps, de la fermeture prochaine du service le week-end suivant. Puis soudain, le moniteur cardiaque émit un son strident. Le rythme s'effondra, la ligne se dérégla. Garnier leva brusquement la tête. Arrêt cardiaque. Les gestes furent rapides, précis, automatiques. Massage, adrénaline, vérification des voies respiratoires. Frédéric semblait étonné, presque choqué.
Il prit la seringue d'urgence, administra les doses, ordonna calmement les gestes à suivre. Après quelques minutes interminables, le cœur du patient repartit. Un soupir collectif traversa la salle. Mais lorsque tout fut terminé, Frédéric resta un moment immobile, les yeux fixés sur la seringue qu'il tenait encore. Une légère goutte perlait au bout de l'aiguille. Il se souvint du regard d'une infirmière, Lucie, qui l'avait observé au moment de l'incident, son expression indéchiffrable. Le lendemain, elle irait voir la direction. Elle dirait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans sa manière d'administrer les produits, qu'il semblait presque attendre quelque chose. À partir de là, les choses prirent un tournant dramatique. Une commission interne fut convoquée. Les dossiers des années précédentes furent épluchés, comparés, analysés. On commença à remarquer un schéma. Des arrêts cardiaques inexpliqués, toujours lors d'opérations bénignes et presque toujours sous la responsabilité de Péchier. Les statistiques étaient troublantes. Les supérieurs hésitaient. Comment accuser un médecin si respecté, si compétent, sans preuve tangible? Pendant ce temps, Frédéric continuait son travail, feignant l'indifférence. Mais le soir, seul dans son bureau, il sentait monter une angoisse sourde. Il se repassait mentalement chaque intervention, chaque geste, chaque patient perdu. Était-ce une erreur de dosage, une réaction imprévisible, ou bien quelqu'un cherchait-il à le piéger? Il savait que dans un service hospitalier, la frontière entre loyauté et trahison est aussi fine qu'un fil de bistouri. Un jour, en rentrant chez lui, il trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe anonyme. À l'intérieur, une simple photo, celle d'un flacon de chlorure de potassium, posé sur une table d'opération, et en dessous, une phrase écrite à la main. « Tu sais ce que tu fais ». Il sentit ses mains trembler. La photo semblait sortie de son propre service. Quelqu'un voulait le faire tomber, ou le pousser à bout. Il tenta d'en parler à sa femme, mais elle détourna le regard, lasse, fatiguée de ces suspicions qui empoisonnaient leur quotidien. « Frédéric, si tu n'as rien à te reprocher, laisse-les enquêter, dit-elle doucement. Mais au fond, il sentit qu'elle doutait aussi. Les semaines suivantes, les gendarmes commencèrent à venir régulièrement à la clinique. Ils interrogeaient le personnel, examinaient les registres, confisquaient des flacons pour analyse. Chaque passage laissait derrière lui une atmosphère plus lourde. Les patients murmuraient dans les couloirs. Certains demandaient à être anesthésiés par un autre médecin. La direction, embarrassée, suspendit Frédéric à titre conservatoire. Il quitta la clinique un matin gris, le regard vide, sans saluer personne. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'une expertise médico-légale, ordonnée en secret, venait de révéler une trace infime de poison dans les seringues utilisées lors de plusieurs interventions suspectes. La question n'était plus « y a-t-il eu empoisonnement ?» mais qui avait accès au produit? Et dans la liste des noms, celui de Péchier revenait toujours en premier. Pourtant, certains de ses anciens collègues, comme le docteur Garnier, refusaient d'y croire. « Ce n'est pas possible, disait-il. Frédéric aimait trop ce métier. Il vivait pour sauver des vies, pas pour les ôter. » Mais les faits, eux, s'accumulaient comme des pierres sur une tombe invisible. Un soir, alors qu'il rangeait ses papiers, Frédéric reçut un appel. Une voix inconnue, grave, lui murmura « Si tu veux comprendre ce qui se passe, viens demain à 20h, parking de la clinique, seul. » Puis la ligne se coupa. Le lendemain, il hésita longtemps. Puis, poussé par un mélange de peur et de curiosité, il s'y rendit. Le parking était désert. Les lampadaires clignotaient faiblement. Une silhouette s'avança, dissimulée sous une capuche. Elle lui tendit une clé USB. « Tout ce que tu cherches est là », dit la voix avant de disparaître dans la nuit. De retour chez lui, Frédéric alluma son ordinateur, inséra la clé, des dossiers, des photos, des enregistrements, et parmi eux, une vidéo, une main, gantée, injectant un liquide transparent dans un flacon étiqueté « anesthésiant, stock Péchier ». La main n'était pas la sienne. Mais alors, qui voulait le détruire? Et pourquoi? Frédéric resta longtemps immobile devant l'écran, hypnotisé par la vidéo. Le temps semblait suspendu, comme si la pièce entière retenait sa respiration avec lui. Le bruit léger du ventilateur de l'ordinateur se mêlait au martèlement de son cœur. Cette main gantée, ce geste précis, c'était le mouvement d'un professionnel, quelqu'un qui connaissait les procédures, les codes de manipulation, les zones aveugles des caméras de surveillance, quelqu'un de l'intérieur. Il rembobina la vidéo, la repassa au ralenti.
Le cadrage était flou, mais il distingua dans un coin du plan une montre argentée. Une montre qu'il avait déjà vue. Oui, au poignet de l'infirmière Lucie, celle qu'il avait dénoncée. Un frisson parcourut son dos. Était-ce possible? Était-ce elle? Une femme douce, discrète, toujours prête à l'aider, mais qui, depuis quelque temps, évitait son regard. Il se souvenait de sa manière étrange de se tenir à distance de certains collègues, de ses absences répétées. Et surtout, du jour où elle avait pleuré devant lui, avouant que son mari avait été opéré dans leur clinique avant de mourir brutalement. À l'époque, Frédéric avait tenté de la consoler, mais à présent, tout prenait un autre sens. Il copia la vidéo sur son disque dur, puis la transféra sur une clé neuve. Son esprit tournait à toute vitesse. Devait-il aller voir la police? Risqué. S'il montrait cette vidéo, il dirait que c'était lui qui l'avait fabriquée pour se disculper. Non, il devait d'abord comprendre, trouver la vérité, la vraie. Il passa la nuit à fouiller les dossiers sur la clé USB. Certains contenaient des échanges de mails internes de la direction, d'autres des rapports médicaux confidentiels. Quelqu'un avait eu accès à des données protégées. Dans un dossier nommé Phoenix, il découvrit une série d'images d'ampoules anesthésiantes, avec des annotations. Dosage modifié, échantillons prélevés, dossier Garnier. Tout semblait minutieusement archivé, comme si quelqu'un construisait un dossier d'accusation depuis des mois. Le lendemain, il décida de confronter Lucie. Il la trouva dans la cafétéria, assise seule devant un café noir, les yeux cernés. Quand elle le vit, elle blêmit. « Frédéric, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit d'être dans les locaux, non ?»« On doit parler, » répondit-il calmement. « À propos de cette vidéo. » Elle sursauta. « Quelle vidéo ? Celle où quelqu'un manipule mes anesthésiants, et cette personne porte ta montre. » Lucie resta muette, le visage fermé, puis, lentement, elle posa sa tasse. « Tu ne comprends pas, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. » Elle baissa les yeux, puis reprit. « J'ai fait ça parce qu'on m'a forcé. » Elle lui raconta tout. Après la mort de son mari, un homme l'avait approché. Un ancien cadre de la clinique, licencié quelques années plus tôt après un conflit avec la direction. Il s'appelait Lambert. Il disait vouloir révéler les pratiques douteuses de l'établissement, prouver que certains anesthésistes trafiquaient les produits pour réduire les coûts. Il lui avait promis de l'aider à faire éclater la vérité sur la mort de son mari, en échange d'un petit service. Placer quelques flacons modifiés dans le stock de Péchier. Elle avait accepté, par naïveté, par vengeance ou par désespoir. Mais ce n'était pas censé aller si loin, sanglota-t-elle. Il m'avait dit que personne ne serait blessé, que ce serait juste un scandale médiatique. Et maintenant, ils veulent te détruire pour de bon. Frédéric la regarda longuement. Une rage froide monta en lui, mêlée à un sentiment d'injustice profonde. Tout commençait à s'emboîter. Les arrêts cardiaques inexpliqués, la photo anonyme, les rumeurs, la clé USB. Quelqu'un orchestrait tout cela depuis l'ombre, un jeu complexe pour faire de lui le monstre idéal. Mais comment prouver sa version? Lucie promit de l'aider. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Elle savait que Lambert conservait des copies des vidéos originales sur un disque externe, caché dans son bureau à Besançon. Si Frédéric pouvait récupérer ce disque, il aurait enfin la preuve qu'il n'était qu'un pion. La nuit suivante, il prit sa voiture et roula jusqu'à la périphérie de la ville. Le bureau de Lambert se trouvait dans une zone industrielle désaffectée, au fond d'un entrepôt aux vitres brisées. Frédéric entra par une porte latérale, le cœur battant. L'intérieur sentait la poussière et l'humidité. Il alluma la lampe torche de son téléphone. Des dossiers, des piles de cartons, un ordinateur portable éteint. Sur une étagère, un petit coffre noir. Il l'ouvrit, à l'intérieur, un disque dur et une clé gravée du mot « Phoenix ». Mais au moment où il s'apprêtait à sortir, il entendit un bruit derrière lui, une voix grave. « Je me doutais que tu viendrais. » Lambert apparut dans l'ombre, une cigarette à la main, son regard fixe. Alors, le grand docteur Péchier se salit enfin les mains. Frédéric serra le disque contre lui. « Pourquoi? Pourquoi moi ?» Lambert eut un sourire amer. « Parce que tu étais parfait. Trop parfait. Le héros, l'anesthésiste modèle, adoré des patients. Tu faisais de l'ombre à tout le monde. Tu étais la vitrine de ce système pourri. Moi, on m'a viré. Toi, on t'a sacralisé. Alors j'ai décidé de leur montrer que même les anges pouvaient tomber. » Avant que Frédéric n'ait le temps de réagir, Lambert lança la cigarette sur un drap imbibé d'alcool. Les flammes se propagèrent en un instant. Frédéric courut vers la sortie, suffocant, serrant le disque contre sa poitrine. Il réussit à s'échapper de justesse, son visage noirci par la fumée.
Derrière lui, le bâtiment s'effondra dans un crépitement sourd. Le lendemain matin, les journaux titraient « Un incendie détruit un entrepôt appartenant à un ancien cadre de la clinique. Péchier aperçu sur les lieux. » L'opinion publique s'enflamma. Les réseaux sociaux s'acharnèrent. Coupable qui efface ses traces, docteur ou démon. Dans sa maison désormais placée sous surveillance, Frédéric regardait le disque dans ses mains. Il contenait la vérité. Mais oserait-il encore la révéler alors que tout le monde avait déjà choisi son camp? La matinée qui suivit l'incendie eut un goût de cendre. Le ciel de Besançon, gris et bas, semblait refléter la tempête intérieure de Frédéric Péchier. Devant sa maison, les journalistes s'étaient regroupés dès l'aube, micros tendus, caméras braquées sur sa porte comme des armes prêtes à tirer. Les voisins observaient en silence, certains par curiosité, d'autres par peur. Dans la presse, il n'était plus un médecin exemplaire, mais un docteur du poison, un homme soupçonné d'avoir pris la vie de dizaines de patients pour des raisons que personne ne comprenait vraiment. Le récit médiatique s'était emparé de lui, tordant la réalité pour nourrir la fascination morbide du public. À l'intérieur, Frédéric observait les chaînes d'informations défiler en boucle. Son visage apparaissait partout, figé, agrandi, scruté. Chaque sourire d'archive devenait suspect, chaque regard analysé comme un signe de duplicité. Il était devenu un monstre de papier. Sur la table, le disque dur, rescapé de l'incendie, attendait, silencieux. Il contenait la vérité, mais la vérité, songea-t-il, ne suffisait plus. Dans une affaire comme la sienne, ce n'était pas la justice qui parlait d'abord, c'était le bruit. Et le bruit avait déjà condamné l'homme avant le procès. Lucie, terrifiée, avait quitté la ville. Avant de partir, elle lui avait laissé un message. « Je t'envoie une adresse. Quelqu'un peut t'aider. Fais-lui confiance. » Il suivit les indications. Dans une petite ruelle du centre, il retrouva une femme d'une quarantaine d'années, Élise Fournier, journaliste d'investigation indépendante. Elle avait couvert des scandales médico-politiques et connaissait les coulisses de la clinique. Dès qu'il entra dans son bureau, elle ferma les rideaux. « Vous êtes conscient, dit-elle, que si ce disque contient ce que vous dites, vous détenez de quoi faire exploser tout un système. » Frédéric hocha la tête. « Je ne veux pas exploser quoi que ce soit, je veux juste qu'on m'écoute. » Ils branchèrent le disque sur l'ordinateur. Des dossiers apparurent. Phoenix 1, Phoenix 2, courriels internes, enregistrement 2014-2016. Les vidéos confirmaient tout. Des manipulations de produits anesthésiants, des échanges d'argent entre Lambert et un intermédiaire de la direction, des mails évoquant la nécessité de désigner un responsable crédible si les irrégularités venaient à être découvertes. Dans un message daté de 2017, Lambert écrivait à un directeur médical « Péchier est parfait, charismatique, populaire. S'il tombe, on sauve la clinique. » Élise blêmit. « Mon Dieu, c'est un complot institutionnel. »« Et maintenant ?» demanda Frédéric. « Maintenant, il faut protéger ces données. Et vous ?» Mais à cet instant, un bruit sourd retentit dehors. Une voiture venait de s'arrêter brusquement. 2 hommes en costume en sortirent. Élise éteignit l'écran, glissa le disque dans son sac. « Par ici, vite !» Ils sortirent par la porte arrière et se fondirent dans les ruelles de la vieille ville. Le vent froid mordait les joues de Frédéric. Son souffle se faisait court, haletant. Une sirène retentit au loin. L'impression d'être pourchassé devenait presque physique. Ils se réfugièrent dans un ancien café abandonné, dont l'enseigne pendait en grinçant. « Vous comprenez ce que ça veut dire ?» dit Élise entre 2 respirations. Si Lambert n'était qu'un pion, quelqu'un plus haut a tiré les ficelles. Quelqu'un de la direction, ou même plus haut encore. « Mais pourquoi ?» demanda Frédéric. « Pourquoi détruire ma vie ? Parce que vous êtes l'écran idéal. Le scandale de santé publique, les économies sur les produits anesthésiques, les erreurs de gestion, tout ça devait être enterré. Et quoi de mieux qu'un coupable tout désigné, un médecin trop bon, trop visible. » Frédéric sentit un goût amer envahir sa bouche. Il repensa à ses années d'études, à la vocation qui l'avait poussé à sauver des vies. Maintenant, il n'était plus qu'une ombre, un nom que la peur salissait. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Dans le café désert, il écoutait la pluie frapper les vitres et se revoyait dans le bloc opératoire, les lumières blanches, les visages des patients endormis, confiants. Il se souvenait de la promesse silencieuse qu'il faisait à chacun. « Je vous ramènerai à la lumière. » Mais lui, désormais, ne savait plus s'il reverrait la sienne. Au matin, Élise contacta un procureur qu'elle connaissait, un homme réputé incorruptible.
Elle lui remit une copie cryptée du disque et lui raconta tout. L'homme écouta, impassible, puis déclara « Si c'est vrai, il faut du temps et du silence. Sinon, tout sera étouffé avant même que je puisse ouvrir une enquête. » Mais le silence, pour Frédéric, n'existait plus. L'après-midi même, une perquisition eut lieu chez lui. Des agents saisirent ses ordinateurs, ses carnets, même les jouets de son fils. Les voisins regardaient à travers les rideaux. Sa femme, épuisée, finit par lui dire d'une voix éteinte « Je ne peux plus vivre comme ça, Frédéric. Tout ce que je vois, ce sont des morts autour de toi. » Elle partit ce soir-là avec leur fils, sans un mot de plus. Isolé, traqué, Frédéric errait dans les rues de Besançon comme un fantôme. Ses anciens collègues évitaient de croiser son regard. Les journaux continuaient de publier des révélations exclusives, de nouveaux cas, des témoignages sortis du passé, des hypothèses de profil psychologique. Le mythe du « docteur empoisonneur » prenait racine, nourri par l'imaginaire collectif. Mais dans l'ombre, Élise et le procureur travaillaient. Les analyses des vidéos confirmaient leur authenticité. On y distinguait clairement Lambert manipulant les produits, puis envoyant des rapports codés à un contact anonyme identifié comme DG. Ces 2 lettres, retrouvées aussi dans les mails internes de la clinique, correspondaient au directeur général de l'établissement. Une nuit, Frédéric reçut un message sur un téléphone prépayé qu'Élise lui avait donné. 3 mots seulement. Ils savent tout. Pars. Il comprit que le piège se refermait pour de bon. Mais partir, c'était avouer sa culpabilité. Rester, c'était risquer sa vie. Entre la fuite et la vérité, il n'y avait plus qu'un fil. Et ce fil, déjà, commençait à se rompre. La pluie s'abattait sur Besançon, fine et insistante, effaçant les contours des rues et le temps lui-même. Frédéric marchait sans destination, la capuche rabattue, le téléphone d'Élise dans la poche, vibrant encore des 3 mots qui avaient tout changé. Ils savent tout. Pars. Il ne savait pas s'il devait croire à la panique d'une amie ou à une menace réelle. Mais dans cette ville désormais hostile, où chaque regard semblait le juger, il sentait que le filet se resserrait. À chaque coin de rue, il croyait percevoir une silhouette qui le suivait. Il se réfugia dans une pension anonyme, à la périphérie, là où les lumières de la ville ne perçaient plus. Dans la petite chambre aux murs jaunis, il s'assit sur le lit et tenta de réfléchir. Le disque dur était en sécurité, confié au procureur. Mais si il savait, alors plus rien n'était sûr. Il comprit qu'il devait aller plus loin, quitter la France peut-être, ou faire éclater la vérité avant qu'on ne le fasse taire. Le lendemain matin, un article parut dans le Courrier du Jura. De nouvelles preuves contre le docteur Péchier. On y parlait d'un enregistrement audio où une voix masculine, présentée comme la sienne, admettait avoir expérimenté sur des patients pour comprendre la mort. Il reconnut immédiatement une imitation numérique, un montage de phrases sorties de leur contexte. L'horreur l'envahit. Il fabriquait désormais des preuves. La guerre de l'information avait remplacé celle des faits. Il appela Élise, mais son numéro était injoignable. Puis, à midi, une notification apparut sur un forum clandestin qu'elle lui avait indiqué autrefois. Phoenix renaît. Sous ce pseudonyme, quelqu'un venait de publier un lien crypté vers un serveur étranger. Intrigué, il s'y connecta. Il y trouva des centaines de fichiers, des conversations internes de la direction, des échanges entre Lambert et DG, mais aussi des documents du ministère de la Santé. Tout montrait qu'un vaste réseau d'influence étouffait les scandales médicaux pour protéger les investisseurs privés. Et au centre de cette toile, la clinique où il avait exercé. Mais avant qu'il n'ait le temps de tout télécharger, l'écran devint noir. Un message apparut. Connexion terminée par l'administrateur, puis un second. On t'a retrouvé, docteur. Frédéric se figea. La panique le saisit comme une main glaciale autour de la gorge. Il éteignit l'ordinateur, prit son sac et sortit précipitamment. Dans la rue, une voiture noire était garée, moteur allumé. Il aperçut un visage derrière le pare-brise, puis un flash lumineux. Pas une arme, un appareil photo, un paparazzi, ou pire. Il tourna à gauche, descendit une ruelle, puis une autre. La pluie effaçait ses traces, mais son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. Il se réfugia dans une église presque déserte. À l'intérieur, l'air sentait la cire froide et la pierre mouillée. Il s'assit au fond, regardant la flamme tremblante d'un cierge. Pendant un instant, il sentit le poids de toutes ces années lui retomber dessus. Les vies sauvées, les sourires des enfants anesthésiés avant une opération, la gratitude silencieuse des familles. Et puis maintenant ce gouffre. Une main se posa sur son épaule. Il sursauta. « Docteur Péchier ?» murmura une voix féminine. Il se retourna. Élise, trempée, pâle, mais vivante.
Comment m'as-tu trouvé ? Tu es plus prévisible que tu ne crois. Et j'avais besoin de te prévenir. » Ils s'assirent dans la pénombre de la nef. Élise parla vite, nerveusement. « Le procureur a disparu hier soir. On dit qu'il a quitté le pays, mais j'ai vu sa voiture abandonnée sur le parking du tribunal. Et le serveur que j'avais créé pour protéger les fichiers a été piraté. Quelqu'un essaye d'effacer toute trace de l'affaire Phoenix. Alors tout est perdu ? Pas encore. Il reste une copie quelque part, mais il faut du courage pour la publier. » Elle sortit une petite clé USB argentée. « C'est la dernière. Si tu veux sauver ton nom, il faut la remettre à la presse internationale. Pas ici. Ici, tout est corrompu. Et si je fais ça, on me prendra pour un traître. Ils te prennent déjà pour un monstre. Tu n'as plus rien à perdre. » Frédéric la regarda longuement. Dans ses yeux, il vit une détermination qu'il avait perdue depuis longtemps. Il prit la clé, la serra dans sa main. « Très bien, on le fera, mais pas ensemble. Ils te suivront. » Élise acquiesça. « Alors promets-moi une chose. Si je disparais, publie tout, même si ça te détruit encore plus. » Ils se quittèrent à la sortie de l'église, sous la pluie. Frédéric prit un train de nuit pour Genève, puis un autre pour Milan. Dans le compartiment vide, il regardait défiler les lumières à travers la vitre. Son reflet, dans la pénombre, ressemblait à celui d'un étranger. Il ne savait plus s'il fuyait la justice ou s'il tentait encore de la sauver. Au petit matin, il arriva à Milan. Il loua une chambre près de la gare, contacta un journaliste d'un grand quotidien italien. L'homme accepta de le rencontrer dans un café discret, sous un faux nom. Mais à peine eut-il branché la clé dans son ordinateur que le journaliste blêmit. « C'est énorme, dit-il. Mais si je publie ça, on me tue. » Frédéric comprit que la peur avait gagné même ceux qui vivaient de la vérité. « Alors donne-la à quelqu'un d'autre, insista-t-il. À un réseau, un consortium. Faites-la sortir du pays. » Le journaliste hocha la tête. « Je vais essayer. Mais partez, maintenant. Ce n'est plus une affaire judiciaire, docteur. C'est une affaire d'État. » Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Frédéric rêva qu'il était de retour au bloc opératoire. Une patiente dormait paisiblement sur la table. Il s'approchait pour vérifier son pouls, mais au moment où il posait la main sur son bras, la femme ouvrait les yeux. C'était Lucie. Et derrière elle, le visage brûlé de Lambert souriait dans l'ombre. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Sur la table de chevet, la clé USB n'était plus là. L'année 2019 marqua un tournant, une fracture entre l'avant et l'après dans la vie de Frédéric Peschier. Le procès s'annonçait comme un théâtre de lumière crue où chaque mot, chaque geste, chaque souvenir serait disséqué. Dans les couloirs du palais de justice de Besançon, le silence pesait comme du plomb, entrecoupé seulement par le cliquetis des stylos des journalistes et le murmure discret des avocats. Peschier, vêtu d'un costume gris clair, s'assit calmement, son regard fixé devant lui, comme s'il contemplait un horizon que lui seul pouvait voir. L'atmosphère était tendue, presque irrespirable. D'un côté, des familles endeuillées, encore en quête d'une explication. De l'autre, des collègues, certains venus témoigner de son humanité, d'autres de ses étranges manies, de ses commentaires sur le dosage des anesthésiques, de son besoin de tout contrôler. À la barre, une ancienne infirmière, les mains légèrement tremblantes, raconta une scène qui fit frissonner l'audience. Un jour, après un incident grave survenu dans la salle d'opération, Peschier aurait murmuré en regardant la patiente réanimée de justesse « J'ai eu peur, mais ça s'est bien passé, n'est-ce pas ?» Un ton à la fois soulagé et distant qui laissait un goût amer dans la mémoire. Les procureurs, eux, tissaient leur toile méthodiquement. Ils évoquaient les analyses, les concordances, les anomalies répétées. Toutes les complications surviennent quand il est présent. Cette phrase revenait comme un refrain obsédant. Mais l'avocat de la défense riposta avec fermeté. Être présent, ce n'est pas être coupable. Il a sauvé plus de vies qu'il n'en a perdu. Dans la salle, un murmure parcourut les bancs. Un anesthésiste expérimenté, témoin pour la défense, expliqua que des erreurs de dosage pouvaient venir de nombreux facteurs. Matériel défectueux, confusion médicamenteuse, stress opératoire. Accuser Peschier, c'est chercher un coupable commode, conclut-il. Pourtant, quelque chose flottait dans l'air. Ce n'était pas une preuve tangible, mais une impression, celle d'un homme à part, brillant et solitaire, qui semblait avoir besoin d'un monde où la mort et la vie s'affrontaient pour sentir qu'il existait pleinement. Certains témoins parlaient de son calme glacial face au drame, d'autres de son regard vide après une réanimation réussie. Un psychologue clinicien, appelé à la barre, tenta d'expliquer. Certains médecins développent une forme de dissociation émotionnelle.
Pour supporter la pression, il se détache de la réalité affective. Mais cela peut aussi conduire à des comportements de toute puissance. Dans le public, on observait Péchier. Aucun tressaillement, aucune larme. Juste un homme qui semblait écouter une histoire qui ne le concernait pas tout à fait. À la pause, il sortit fumer une cigarette. Les caméras se braquèrent sur lui. Le vent d'automne emporta la fumée vers la rue piétonne. Il leva un instant les yeux, croisa ceux d'une journaliste. Elle lui demanda doucement « Vous sentez-vous trahi par votre profession ?» Il répondit, presque sans réfléchir « Non, seulement par la peur. » Puis il écrasa sa cigarette et rentra sans un mot de plus. Les jours suivants furent un défilé de souvenirs et d'accusations croisées. Des enregistrements d'opérations, des carnets médicaux, des échanges d'emails, tout semblait mis sur la table. Et plus les preuves s'empilaient, plus la frontière entre le médecin héroïque et le possible manipulateur se brouillait. Une patiente, survivante d'un incident suspect, raconta avec émotion. « Il m'a regardé droit dans les yeux après l'opération. Il m'a dit que j'avais eu de la chance, que la vie tenait à un fil. J'ai cru qu'il voulait dire que c'était grâce à lui. Maintenant, je ne sais plus. » À la fin de la semaine, un nouveau témoin apparut. Un jeune anesthésiste, autrefois sous la tutelle de Péchier. Il parla d'admiration et de crainte mêlées. Il savait tout, voyait tout. Il disait souvent qu'une salle d'opération, c'est comme une scène de théâtre. Chaque rôle doit être parfaitement joué, sinon c'est la mort qui improvise. Cette phrase fit frissonner la salle d'audience. Le procureur se pencha. Et qui tenait le premier rôle selon lui ? Le jeune homme hésita. Lui, toujours lui. Dans les couloirs, on commentait sans fin, les journalistes, les curieux, les familles. Certains parlaient de syndrome de Dieu, d'autres d'un immense malentendu. Les titres des journaux oscillaient entre fascination et effroi. Le médecin aux deux visages, héros ou bourreau, le silence des seringues. À mesure que le procès avançait, le public, lui aussi, devenait juge. Chacun avait son péchier dans la tête, le sauveur ou le démon. Et pourtant, derrière le tumulte médiatique, subsistait une question plus intime, plus douloureuse. Et si la vérité n'était pas aussi tranchée ? Et si cet homme, que la justice tentait de faire entrer dans une case, n'était qu'un reflet déformé d'une profession poussée à la limite du supportable ? Car dans la vie réelle, les héros comme les monstres portent souvent le même visage fatigué. La 8e journée d'audience s'acheva sur une image marquante. Le juge leva les yeux de son dossier et déclara « Nous ne sommes pas ici pour juger la médecine, mais un homme. » Dans le silence qui suivit, Péchier serra les mains jointes devant lui. Sur son visage, pour la première fois, on crut voir une émotion, une ombre de tristesse, peut-être, ou bien un simple épuisement. Dans un coin de la salle, une mère en deuil chuchota à sa fille. S'il dit la vérité, qu'il soit libre. Mais si c'est un mensonge, que Dieu ait pitié de lui. L'aube se leva sur Besançon dans une lumière pâle, presque maladive, comme si le ciel lui-même hésitait à se lever sur le dernier acte de cette tragédie judiciaire. Ce matin-là, la salle d'audience semblait plus silencieuse qu'à l'accoutumée. Les bancs du public étaient pleins, les visages graves, les stylos suspendus dans l'attente. Le juge, d'un ton plus doux que d'ordinaire, annonça « Aujourd'hui, nous allons entendre les dernières plaidoiries. » Ce fut comme si le temps s'était ralenti. Tout le monde savait que, dans quelques heures, l'histoire de Frédéric Péchier basculerait d'un côté ou de l'autre, vers la réhabilitation ou vers la damnation. L'avocat de la défense, un homme élégant au verbe maîtrisé, s'avança. Sa voix vibrait d'une émotion contenue. « Messieurs les juges, mesdames les jurés, nous avons entendu des témoignages, vu des chiffres, des graphiques, des rapports. Mais que valent-ils face à une existence entière de dévouement ?» Il marqua une pause, puis ajouta « On a voulu transformer un anesthésiste en bourreau, un homme en symbole. Et pourtant, aucune preuve directe, aucune trace de poison, aucune seringue incriminée. Seulement des coïncidences, des soupçons et une peur collective. » Son regard se posa sur Péchier. Ce qu'on juge ici, ce n'est pas un crime, c'est une image. L'image du médecin trop sûr de lui, trop parfait pour être vrai. Mais la justice ne juge pas les apparences. Elle juge les faits. Puis ce fut au tour du procureur. Il se leva lentement, comme un acteur avant la dernière scène. Oui, la médecine est un art difficile. Oui, le doute existe. Mais il existe aussi des motifs, des comportements, des schémas répétés. Et ici, tout pointe vers un homme
qui, à chaque drame, était là. Un homme qui, après chaque incident, apparaissait comme celui qui sauve, qui maîtrise, qui brille. Sa voix monta, sèche, tranchante. N'est-ce pas là le plus grand des plaisirs, celui de jouer avec la mort pour mieux la vaincre, jusqu'au jour où la mort finit par gagner? Un frisson parcourut la salle. Le silence retomba, lourd et dense. Frédéric Péchier fut ensuite invité à s'exprimer. Il se leva, le visage pâle mais le regard calme. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était plus humaine que jamais, débarrassée de toute posture. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Toute ma vie, j'ai voulu réparer, soulager, apaiser. Oui, j'ai vu la mort de près, trop de fois, et parfois, elle m'a regardé en face, mais jamais je ne l'ai appelée. Il marqua un long silence, cherchant les mots. Peut-être que j'ai eu tort d'être trop sûr, trop froid, trop distant, mais je ne suis pas un monstre. Je suis un médecin et un homme fatigué. Il se rassit lentement, et l'on sentit dans cette posture non pas la défense d'un coupable ou l'orgueil d'un innocent, mais l'épuisement d'un être broyé par le regard du monde. Lorsque les juges se retirèrent pour délibérer, le temps perdit toute consistance. Dans les couloirs, les chuchotements remplaçaient la parole. Certains disaient « il va s'en sortir », d'autres « il n'y a pas de fumée sans feu ». Les familles des victimes s'étaient regroupées dans un coin, serrant entre leurs doigts des photos, des souvenirs, des visages aimés. Une femme pleurait en silence. Un vieil homme murmurait une prière. Les heures s'étirèrent. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Tout le monde se leva. Le juge reprit place. Le verdict tomba, sobre, presque banal dans sa formulation. Frédéric Péchier est remis en liberté sous contrôle judiciaire, dans l'attente d'un procès définitif. Un souffle traversa la salle, mélange de stupeur, de soulagement et d'indignation. Certains crièrent, d'autres restèrent figés. Lui, immobile, cligna simplement des yeux, comme s'il revenait d'un très long rêve. À la sortie du tribunal, les journalistes l'encerclèrent. Une pluie fine commençait à tomber. Péchier releva la tête vers le ciel, puis déclara d'une voix à peine audible. « Ce n'est pas une victoire, ce n'est pas une fin, c'est juste un peu d'air. » Puis il s'éloigna, seul, le pas lent, les épaules légèrement voûtées. Les caméras le suivirent jusqu'au bout de la rue, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans la brume. Les mois suivants, la France resta partagée. Certains voyaient en lui un martyr d'une société qui juge trop vite, d'autres un manipulateur passé entre les mailles de la justice. Des émissions, des documentaires, des débats envahirent les plateaux télévisés. Mais plus personne ne put parler de l'affaire Péchier sans que le ton ne se brise. Car cette histoire n'était plus seulement celle d'un homme, mais celle d'un pays entier qui se demandait jusqu'où allait la confiance envers ceux qui tiennent nos vies entre leurs mains. Dans un café discret de Besançon, une serveuse raconta un jour à un client régulier. Il vient parfois ici, toujours seul. Il commande un thé vert et reste des heures à regarder la pluie tomber. L'homme hocha la tête. Il a dû beaucoup aimer la vie pour qu'elle lui fasse si mal. Elle répondit doucement. Ou peut-être qu'il l'a trop comprise. La nuit tomba sur la ville, effaçant les ombres du palais de justice, les murmures, les jugements. Il ne restait plus qu'une question suspendue dans l'air. La vérité, au fond, a-t-elle encore un visage quand le doute devient plus fort que tout? Et quelque part, derrière une fenêtre embuée, Frédéric Péchier, l'homme que certains appelaient le docteur empoisonneur et d'autres le médecin héroïque, regardait la pluie ruisseler sur la vitre. Dans ce lent défilement, il semblait lire le destin comme une perfusion lente, goutte à goutte, entre culpabilité et pardon.